Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, gros sujet consacré à un buzzword qui fait la une depuis cette édition de Japan Expo, je crois. Pas Maître Gims qui me contredira. À savoir le manga français. On fait un numéro spécialement consacré à ça. Il me semble aussi qu'on a Radiant qui arrive sur ADN et sur Crunchyroll et qu'on peut regarder en ce moment, donc on va en parler aussi. Mais on va surtout parler de Tali, fille de la lune, avec Surya, auteur du manga. Bande dessinée du coup Comme vous voulez, manga, bande dessinée, les deux me vont. Très bien, alors toi tu as commencé avec quel titre? Tali occupe quelle place dans ton œuvre? Alors j'ai commencé avec une série, une BD qui s'appelle Rouge, Freak Squill Rouge, c'est un spin-off d'une autre BD. Et ensuite j'ai travaillé sur d'autres petits one-shots pour Doggy Bags qui est une sorte de recueil d'histoires courtes en fait, pour le même éditeur, Ankama Édition, label 619. Et Tali juste après du coup. Très bien, et Tali qui en est à son tome 1. Tome 1. Tome 1, très bien, ça vient de commencer. Oui. Tome 2 bientôt? Tome 2 l'année prochaine. L'année prochaine, ouais. Très bien. On a également Bruno Delacruz, habitué du plateau. Je dessine rien moi par contre. Si tu dessines dans le RER en rentrant de Japan Expo. Oui voilà c'est ça. Ne minimise pas tes talents quand même. Donc du coup on te retrouve dans Animeland. Yes, toujours partie de l'équipe d'Animeland, oui. Très bien, on t'avait déjà reçu pour le numéro consacré au nouveau Miyazaki. En faut-il un? Ah oui. Revoyez l'émission, on vous donne une réponse. Très bien, tu fais très bien mon taf. Et moi du coup tu travailles sur un dossier consacré au manga français pour le prochain numéro d'Animeland, c'est ça? Exact, on a un numéro spécial qui va arriver et donc oui, on a fait le tour des éditeurs, des auteurs et on a pu dégager un petit bilan de ce qui se fait et de ce qui se fera. Très bien, on retrouvera ça au mois de novembre. Oui, ça arrive et voilà, on va aussi en parler un petit peu ici. Très bien, à côté de toi on a une nouvelle tête. Coco. Comment t'appelles-tu? Cédric. Cédric, alors Cédric, d'où viens-tu Cédric? Je viens de Paris et j'ai grandi. Alors tu es le nouveau chroniqueur de la saison, notre dernier nouveau chroniqueur à présenter à nos auditeurs. Ouais, tu m'as appelé en me disant que tu avais besoin de quelqu'un un petit peu manga anime spécialisé. Je sais pas pourquoi tu m'as pris moi, mais bon, on va voir. Je ne sais pas du tout si tu as un autre podcast à côté. Ouais, je suis chroniqueur sur MangaCast, le meilleur podcast du manga et de l'animé, bien sûr. Le meilleur? Le meilleur. Non, le meilleur c'est Kaikoten, enfin. Bon, c'est MangaCast aussi. MangaCast aussi, bien sûr, mais donc dans lequel tu reviens sur des filmographies de grands réalisateurs de la Japanimation. Là, on a fait pour une première partie sur Ghibli, on a 3 émissions diffusées. Les 3 prochaines devraient sortir très prochainement. Et pour l'instant, on a de très bons retours. Donc merci à tous ceux qui ont écouté et ont fait des bons retours dessus. Voilà. Très bien. Et cette semaine, tu vas pas du tout nous parler de Japanimation, tu vas nous parler de Venom. Bah oui, parce que tu m'as dit que je pouvais parler de ce que je voulais. Donc, oui. Et tu voulais parler de Venom. Pas spécialement, mais comme j'ai dit que j'allais le voir, tu m'as dit de le faire. Donc bon. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, échange de bons procédés. Et Jonathan qui répond toujours présent. Bonjour Karel, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va, d'autant plus que j'ai pu passer un peu de temps sur Assassin's Creed aussi ici, que je vais pouvoir un petit peu expliquer les tenants et les aboutissants tout à l'heure. C'est vrai qu'on avait débattu de l'histoire et de la pop culture la semaine dernière. On n'avait pas traité le jeu par souci de neutralité et pour se donner le temps. Vachement long. Et pour se donner le temps de bien le faire effectivement. Voilà, donc cette semaine on en parlera plus en détail. Les amis, on a donc critique Venom, critique Assassin's Creed Odyssey, grand débat sur le manga français, mais pour l'heure c'est les news. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux au hashtag HPL et réagir avec nous sur le chat. Et on commence les news avec toi Jonathan. Microsoft est en passe de racheter Obsidian. Voilà, c'est une news qui est venue de Kotaku, donc de Jason Schreier, qui pour lui à 80-90% sûr, c'est une question de temps et non pas de savoir s'il va se faire. Si donc Microsoft va racheter le studio Obsidian, donc je rappelle récemment le studio qui a fait Pillars of Eternity, Tyranny et même depuis plusieurs années qui bosse sur beaucoup, voire les plus grands RPG occidentaux hors Bethesda. Donc c'est quelque chose qui semblait déjà couver un petit peu depuis longtemps, sachant qu'en plus Microsoft, là on l'avait vu au dernier E3, est dans une phase d'acquisition de plusieurs studios comme Ninja Theory. Donc ça paraît tout à fait probable. Pour l'instant, ni Microsoft ni Obsidian n'ont communiqué pour confirmer, pour infirmer sur cette information. Tout le monde semble dire cependant que c'est quelque chose qui pourrait être annoncé début novembre dans un événement spécial Xbox.
Et Est-ce qu'il n'y a pas un salon à Paris dans les semaines qui viennent? oui, et ça pourrait être aussi à Paris Games Week, sachant que généralement Xbox n'est pas trop présent sur ce salon, mais on sait jamais, ça pourrait être effectivement une annonce importante. Ils ont un event un peu spécial cette année où ils font venir des fans de Xbox, j'ai pas très bien compris. C'est ça, donc c'est début novembre et ça pourrait être l'occasion pour eux d'annoncer ça, sachant qu'Obsidian, qui est quand même un studio plutôt indé qui utilise beaucoup les Kickstarter pour pouvoir générer ses productions, là avec Microsoft derrière, il y aurait de quoi réaliser les ambitions qui sont souvent très élevées avec des moyens un peu plus, qui correspondent un petit peu plus à ce qu'ils veulent faire. Très bien. Est-ce que vous avez un ressenti là-dessus sur Microsoft, sur les rachats? Est-ce que ça vous donnerait envie d'acheter une Xbox One? Soria? Non, moi je viens d'acheter une Switch, donc D'accord, ok. pour l'instant je suis équipé. Très bien. Bah, on rappelle quand même qu'on peut jouer à Minecraft, un jeu Microsoft sur Switch, et ça c'est beau. Par contre, voilà, si Obsidian fait quelque chose pour Microsoft, ça sera probablement pour la Xbox prochaine. Alors, je vais même pas essayer de faire des pronostics sur le nom, mais ça serait pour dans 3-4 ans. Mais ta vie, elle sortirait, oui, en même temps que la PS5, sur laquelle Sony bosse. Oh, spoiler alerte, on va pas faire de news là-dessus, mais je le cale quand même. Autre news, du coup, cette fois-ci du côté de chez Marvel. Oui, du cinéma, parce qu'on a été très content de savoir que Ryan Coogler avait signé pour un deuxième Black Panther, non seulement en tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur du scénario. Donc ça valide, même si c'était pas vraiment si difficile à se douter que ça, que Black Panther avait séduit non seulement chez Marvel, et puis dans le grand public, puisqu'on avait 1,3 milliard de recettes dans le monde entier. Donc là, Ryan Coogler semble avoir passé plusieurs mois dans l'ombre à négocier non seulement pour reprendre Black Panther, mais aussi un petit peu à ses conditions. Alors à savoir quand est-ce que ça serait tourné, ça serait probablement tourné fin 2019, début 2020, pour une sortie horizon 2021, on n'est pas trop sûr. En tout cas, ça serait dans la phase 4 de Marvel. Et moi personnellement, je suis très impatient de voir ça après Black Panther, qui était quand même assez efficace et qui faisait du bien. Oh, c'était une bonne surprise. Vous attendez Black Panther 2 autour du plateau? Oui, de toute façon, on regardera toujours, oui. Après, le premier était bien pour moi. C'était quand même une production solide, mais c'est pas peut-être pas le film que j'attends le plus. Mais en tout cas, je suis curieux parce que, comme il a dit, d'être non seulement à la réal, mais aussi à l'écriture, ça donne une continuité. Donc, on peut voir ce qu'il a dans le ventre sur la durée. Donc, ça, c'est intéressant. Ce sera intéressant à suivre. Je prends le relais d'habitude. Normalement, je commence ou je termine les news. Cette fois-ci, je suis au milieu. L'exception qui confirme la règle. Donc, pour parler de James Gunn qui avait été viré par Marvel et Disney des Gardiens de la Galaxie 3 pour des tweets un peu graveleux ressortis des internets par certains militants qui voulaient sa peau. Tout simplement, James Gunn est parti chez DC. Voilà, il est parti chez DC pour Suicide Squad 2. Il s'occupera de l'écriture et de la réalisation du film Suicide Squad, qui est assez rigolo, qui était les Gardiens de la Galaxie du DC Universe. Donc, complet rip-off. Est-ce que pour vous c'est une passation salutaire, ou est-ce que c'est un peu le blanc bonnet qui va à la rescousse du bonnet blanc? Moi je pense que DC ils en ont besoin dans tous les cas, parce que là l'ambulance elle est en train de cramer depuis fort longtemps, enfin il n'y a même plus besoin de s'en moquer. Et pour moi la preuve c'est qu'il lui donne, sur le papier en tout cas, ce qu'on entend de la news, les pleins pouvoirs scénaristiques et de réalisation, ce qui est très rare pour ce genre de grosse production. Donc ça montre bien qu'ils sont aux abois, qu'ils ont besoin d'un mec comme lui pour relancer le truc. Et je pense que le public va quand même suivre, parce qu'il y a médiatiquement ça a été beaucoup tous les acteurs des Gardiens par exemple ont protesté vivement contre son renvoi. Dave Bautista a d'ailleurs même dit que s'il le pouvait il partirait de Marvel pour venir bosser dans Suicide Squad 2 avec Gunn. Donc il est très très fidèle à Gunn. Donc, à voir. Moi je reste sceptique, je préfère voir le résultat final, mais en tout cas c'est déjà prometteur qu'il lui laisse un plein pouvoir scénaristique, quoi. On aura les réponses dans les reshoots d'Avengers 4 pour savoir voilà. s'il est encore en casting. C'est pas la première fois, après Patty Jenkins, c'est John Sweden. Effectivement. Mais c'était politique là, encore une fois, c'était une femme et ça, enfin bref, mais c'est bien donc qui se lâche un peu. Autre nouvelle de Marvel et Netflix qui annulent la série Iron Fist. Tiens donc, pas de saison 3 pour Iron Fist, comme c'est dommage. Malgré une saison 2 globalement un peu plus appréciée que la première, un peu moins de spectateurs aussi, donc un peu plus de fans hardcore, relativisons tout. On verra si Marvel annule d'autres séries, si Daredevil saison 3 qui démarre le week-end prochain sera un peu le pinacle et la conclusion logique, même s'il me semble que Punisher saison 2 est encore en préparation. Voilà, mais donc on commence à voir que Marvel serait peut-être en train de baisser la voilure autour des séries sur Netflix, en préparation des nouvelles séries qui vont arriver sur la plateforme de Disney. Est-ce que c'est pas, ce serait pas idiot de leur part, hein. Puis il vaut mieux terminer le cycle avant que le cycle en lui-même ne devienne trop long, passer la date de péremption.
Tu voulais rebondir, excuse-moi. Ah non. Parce que je vois sur le chat beaucoup de gens qu'on salue Soria d'ailleurs est qui dit calme. que Soria attend son tour pour parler. Ah non, trop pas. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure et ça me faisait rire, donc j'étais là genre. Très bien. Et n'hésitez évidemment pas à partager avec nous vos anecdotes et vos questions. On y répondra tout au long de cette émission. Enfin, deux news à ton tour, Cédric. Oui, et ben moi c'est Tsukasa Ojo qui est présent au Comic Con, donc sa venue a été annoncée pour une masterclass exclusive avec Philippe Lachaud, Tiens donc. le réalisateur du film Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon, Tout qui à devrait fait. sortir début janvier ou début février, je crois février. Février, il me semble aussi. Et il n'y aura pas de dédicace à proprement parler, il n'y a pas d'interview sur lui. On sait que les interviews ont été très restreintes, très peu de médias y ont accès. Pour les avoir demandés, je confirme. Ouais, bah voilà. Moi je pense pas. Beaucoup de gens m'ont demandé si j'allais y aller ou c'était une bonne news. Je suis pas d'accord avec. Je pense pas que ce soit une bonne news. Pour moi c'est de la com bien déguisée. Il vient promouvoir un film que beaucoup de fans et de fans de Japanime déjà ont déjà mis crucifié. Et je pense qu'ils viennent un petit peu montrer pas de blanche. Regardez, l'auteur est avec nous, c'est cool. Bien sûr. Mais moi, on me la fait pas à l'envers. C'est-à-dire qu'un vieux de 70 ans qui comprend pas un mot de français me dise c'est trop bien, Nicky Larson, le film français. Il Soria, croit pas du tout. Bruno, est-ce qu'on vous l'a fait à l'envers? Non. Non. Ok. Lucide pas sur le grand projet. chose du film, donc ouais, ça change pas grand chose qui vienne pour moi, mais. Voilà. Bruno. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on puisse sortir du cadre du film, tout simplement, et qu'on puisse parler d'Ojo pour d'autres choses, et je sais pas, parler de Family Campo par exemple, ça Ouais, peut être non, mais une c'est très ça. bonne idée. T'as raison, hein. Moi c'est ça dans le truc de la bad news, c'est qu'ils viennent parler que de Nicky Larson, hein. C'est ça le problème pour En tout moi. cas, quoi. les retours qu'on a côté presse pour essayer de s'intéresser à ça, c'est malheureusement uniquement la promo. Et on a Skippy sur le chat, Damien donc, et non. Phenom qui nous disent effectivement que Tsukasa Ojo c'est comme Oshii avec le film Ghost in the Shell, et que Nicky Larson sort face à Gun, donc le printemps promet d'être intéressant. Voilà, ça va être une sacrée semaine pour tout ça. Et tu avais une deuxième news cette fois-ci chez Atanime. C'est Atanime qui va sortir une anthologie Masaki Yuasa, donc ça fait toujours plaisir parce que Masaki Yuasa c'est un excellent réalisateur qui commence à avoir enfin un bon public en France, mais pas assez. On n'est pas encore sur un Mamoru Soda ou un Makoto Shinkai. Mais il va y avoir Lou Lilo Sirène, il va y avoir Night T-Shirt Walk-On Girl et je me rappelle plus quel est le dernier. Et Mind Game. Et Mind Game, voilà, donc surtout Mind Game. Donc bah voilà, moi c'est une bonne nouvelle pour moi en tout cas, bonne façon de redécouvrir. Juste peut dire un tout petit mot d'ailleurs sur le coffret et saluer le travail de Audrey, la graphiste de All the Anime, qui a vraiment travaillé personnellement sur ce coffret. Donc on a vraiment une édition création 100% FR quasiment, donc c'est très cool. Effectivement, ça a l'air d'être bien cartonné, bien rigide. Oui, avec, elle a beaucoup même de fait volets. le lettrage elle-même. Enfin, il y a vraiment un travail artistique de la personne. C'est bien aussi de parler des graphistes. De toute façon, même Atanime, le boulot en termes de graphisme, il est toujours au top. Hein, Tu pour sais, moi, comme c'est ils ont rare, hein. comme ils ont la branche anglaise, parfois c'est pas toujours le. Non, bien sûr, mais c'est rare qu'il y ait un coffret Atanime qui soit pas assez bien sûr. quali. Hein. Moi, Je suis je défends assez Atanime pour ce niveau-là. Quoi. Voilà, c'est. Soria, tu attends un peu ce coffret, tu es coutumier de Masaki Iwasa? J'aime beaucoup Masaki Yuasa. Après, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas vu de news de cet artiste, donc mais j'aime beaucoup ses mangas par contre. Voilà. Donc, je suivrai, je pense, son actu. C'est vrai qu'il y a son artbook d'ailleurs qui est disponible pour ceux qui aiment. Enfin, c'est pas vraiment un artbook, mais c'est un recueil d'illustrations. Donc, il est disponible sur internet. Il est vraiment à vous procurer si vous le kiffez. Et on a la débauche sur le chat, effectivement, qui donc notre bien-aimé Benjamin Benoît qui nous rappelle effectivement que Mind Game c'est extraordinaire. Et Quaternum qui nous dit qu'effectivement Devilman aussi c'est extraordinaire sur Netflix. Et enfin Baeloga qui nous dit que Tatami Galaxy est disponible également sur Netflix. Donc Tout est réuni. tout est réuni Et sur il y a Netflix. deux autres projets qui vont arriver aussi de Yuasa. Un dont on a un peu parlé, l'autre on sait pas quoi. Un projet avec une surfeuse qui tombe amoureuse d'un Voilà, pompier, il y a ça. et le deuxième dont on ne sait pas grand chose, Violence Jack peut-être serait cool. bah oui. On va terminer ce point news avec peut-être un petit tour de plateau sur les deux trailers qui nous ont émoustillés cette semaine, Spider-Verse et Promare. Par quoi est-ce qu'on commence? Bruno, tu as tiqué sur Spider-Verse, je crois. Donc, Non, mais même les deux, il y a vraiment une identité graphique hyper intéressante. En tout cas, Spider-Verse, je l'attends beaucoup. Ce sont deux longs métrages en plus. Je savais pas que Promare ça allait être un long métrage, donc confiance totale.
en Imaishi, en Trigger, voilà, en tous les artistes de toute façon qui bossent sur ces deux projets. Rappelons effectivement que Promare, du coup, oui, Promare, je sais pas. Rappelons que Promare c'est réalisé par Hiroyuki Imaishi, le réalisateur de Gurren Lagann, de Panty Stocking with Garter Belt et Kill la Kill, et que le studio Trigger s'est associé à Sanzigen et X-Flag pour faire une production alliant 2D et CGI, donc un film plutôt. Je précise juste, quand j'ai lu quelques réactions, Sanzigen a déjà travaillé sur Kill la Kill, sur Gurren Lagann, donc voilà, c'est pas. Voilà, juste pour dire que ce sont des gens qui bossent ensemble depuis un moment. Surya, tu attends Promare ? Est-ce que tu... Non, je n'étais pas du tout au courant en fait, mais maintenant oui, je vais l'attendre du coup. Des gros robots, ouais, des pompiers, j'ai pu comprendre. Et, Kamina au Shaman Fight avec l'ère des cristaux en charte visuelle. J'ai vu la bande-annonce, ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. Et toi, je l'attends. Bah moi c'est Spider-Verse, c'est évident que là je l'attends énormément, il va arriver très 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 vite et c'est bien d'avoir quelque chose qui montre un autre Spider-Man, en tout cas en rôle principal que Peter Parker, ça peut remettre un peu du frais dans la licence, au-delà de ce que fait le MCU que moi j'apprécie. C'est vrai que ça montre un petit peu effectivement tout l'univers Spider-Man, et Dieu sait que ces derniers temps il a augmenté. Oui, on rappelle que Spider Cochon est canon dans le film, hein, voilà. Il est canon dans les il est canon partout, hein, mais voilà, Spider Cochon au cinéma, c'est une fois dans votre vie, si vous n'aviez pas vu Les Simpsons en 2007. Et toi Cédric, du coup, pour finir? Bah moi Promare, j'ai pas vu la bande-annonce, donc je vais pas pouvoir me prononcer dessus. Tu te réserves la surprise? Bah je sais, ouais. C'est vraiment un court teaser de toute façon. Et Spider-Verse, oui, bah bien sûr que j'attends, je suis un très gros fan de Spider-Man, mais même sur le concept, ça me fait penser beaucoup à Lego le film, en fait. C'est-à-dire que c'est un film qui a l'air assez barré dans sa vision de ce que ça veut donner d'un univers qui est très formaté, qui est l'univers de Spider-Man que Sony tient en laisse depuis longtemps. Et là, ça va vraiment à 180 des fois dans des directions, parce qu'il y a quand même, par exemple, un personnage animé manga. Ils ont pris un des Spider-Man qui vient d'un univers où c'est une fille kawaii avec un robot Spider-Man. Mais de toute façon, l'idée de Morales, depuis l'arrivée de Sarah Pichelli au dessin, par exemple, ça a vraiment apporté énormément. Ah oui. Et c'est une vraie curiosité de cette production, savoir au-delà visuellement, ce qu'elle va proposer. Donc, beaucoup de bonnes intentions. Film réalisé par Peter Ramsey, Rodney Rothman et Bob Persichetti. C'est peut-être aussi pour ça que c'est aussi riche, c'est qu'il y a 3 réalisateurs différents qui seront présents au Comic-Con d'ailleurs. Donc voilà, on boucle la boucle. Des news. On termine avec une dernière news. Il paraît que le landing de Jojo Part 5, c'est Joe Desi Freaking You. Rendez-vous compte, c'est extraordinaire et ce n'est pas Gangsta's Paradise. Mais on va s'écouter du coup Joe Desi Freaking You tout de suite en pause musicale et on se retrouve juste après avec la critique d'Assassin's Creed Odyssey et Venom. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels. On est toujours en compagnie de Surya. Salut. Toujours bien. Toujours là. Tu as apprécié la pause musicale? Je vois que je me fais un peu charrier sur le chat par certains de ma communauté. Dénonce-les, vas-y, c'est le moment. J'ai une salle dans mon Discord où je les mettrai en prison. Donc tout va bien. Très bien. Tu donneras ton Discord en fin d'émission, comme ça. Ouais, carrément. Fantastique. Et Bruno, tu as apprécié la pause? Je n'ai pas de Discord, personne se moque de moi, mais ça va. Voilà. Tu n'as pas répondu à ma question. Ça va, très bien. Tu n'es pas fan de Jojo donc? Si, mais c'est une saga que je dois encore découvrir une bonne partie. Je ne connais pas tout. Très bien. Et là, je fais ça pour provoquer Damien parce que je sais que. Voilà. Bon, Titouan. Est-ce que. Ah, mon micro marche. Écoutez, c'est le Before eSport, salut. Non, j'éconne. Non. Alors Titouan, tu nous as rejoint car tu as fait une petite pause pendant les news. Oui. Je crois que le manga français, ça te parle un petit peu. Ça me parle, oui. Et puis j'ai hâte aussi d'entendre ces magnifiques critiques. Alors, de savoir. On va te présenter très rapidement. Tu es chroniqueur dans Hyperlink et tu co-animes depuis le début de la saison le Before eSport juste avant nous sur VL. Tout à fait. En compagnie de Cyril Anaya alias Shoham. Tout à fait. Et Florent et Eva qu'on embrasse. Et Florent qui est sur le chat, je crois, Oui, il est présent. Il est présent, voilà, on l'embrasse très fort. Donc, et tu es venu pour Assassin's Creed du coup. Et Venom, Venom. Venom surtout, très bien. Ça tombe bien, on va en parler tout de suite avec Jonathan pour Assassin's Creed, Cédric pour Venom. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde! Alors Jonathan, on en parlait la semaine dernière avec Romain Vincent et Mehdi Desbabizourgani. Assassin's Creed Odyssey. Sur PS4. Effectivement, donc après Origins l'année dernière, là cet Assassin's Creed Odyssey continue l'exploration d'Ubisoft dans l'Antiquité, cette fois donc dans la Grèce antique, plus particulièrement celle du 5e siècle, donc lors de la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes. Donc après une séquence introductive au Thermopyles qui nous apprend, et le suite du jeu le confirme, que les développeurs ont surkiffé 300, le film de Zack Snyder, on se retrouve aux commandes de Cassandra ou d'Alexios, donc on a le choix entre la sœur et le frère, donc des descendants du roi spartiate
être Léonidas, qui vont se retrouver aux prises avec un culte secret dont il va falloir assassiner tous les membres. Et en parallèle, dans le présent, parce qu'il y a un retour de la storyline du présent, on retrouve, comme dans Origins, Leila Hassan, donc l'héroïne qui va tenter de comprendre comment est-ce que la lance de Léonidas, elle peut aider les assassins dans leur conflit contre les Templiers. Ça, c'est un petit peu le pitch de départ. Donc Odyssey reprend les bases d'Origins et il continue sa mue en RPG open world, avec notamment The Witcher 3 en référence, mais pas que. L'open world de la Grèce, donc l'open world qu'on va pouvoir visiter, donc non seulement la Grèce mais aussi toutes les îles qui est autour. Là, c'est un des open world les plus grands mais aussi les plus beaux que moi j'ai eu l'occasion de voir. Un open world justement qui est pour moi assez bien pensé, parce que non seulement il est beau et foisonnant, mais on a quand même suffisamment bien pensé pour qu'on n'ait pas des points d'intérêt tout le temps, qu'on ait parfois de la nature et des beaux paysages à regarder, ne serait-ce que pour s'arrêter. Et vu le détail de ce monde pourtant gigantesque, il va falloir des dizaines d'heures pour en venir en bout, sachant que l'une des nouveautés de cet Assassin's Creed, c'est ce fameux mode exploration qui va permettre en fait de virer le point de détail automatique pour avoir par exemple là où se trouve telle ou telle personne à aller tuer. Il va falloir chercher un petit peu par nous-mêmes avec des petits indices donnés par les personnages, par le jeu, et ça va donner un peu plus d'intérêt à cette exploration, sachant que il faut savoir que là, comme on est dans un jeu de plus en plus RPG, on va avoir donc des zones avec des caps de niveau, et que par contre si vous souhaitiez faire la quête principale uniquement et finalement faire une ou deux quêtes annexes mais sinon pas vous embêter plus que ça va être très difficile, parce que là la progression en expérience et même d'ailleurs en loot est très lente. Il va falloir s'investir pour level up, pour rester à niveau, sachant que le jeu, heureusement comme un Skyrim, va booster tous les ennemis, toutes les zones au fur et à mesure pour éviter qu'il y ait un personnage niveau 25 qui retourne dans une zone level 5 pour aller éclater des petits gardes comme dans Origins. Du coup, le choix des aptitudes, le choix de l'équipement, il a jamais été aussi important. Alors, quand tu parles des aptitudes, est-ce que tu penses aux espèces de super pouvoirs qu'on a pu voir dans les bandes annonces ? C'est ça. En fait, il y a un arbre de compétences du personnage qui permet d'avoir accès très vite à des super pouvoirs, effectivement, des compétences. Alors, il peut y avoir par exemple la surpuissance qu'il y avait dans les Assassin's Creed précédents, mais il va y avoir aussi des petites nouveautés. Alors, évidemment, le coup de pied spartiate pour se la jouer comme Léonidas dans 300, mais aussi, alors un peu plus incongru, en fait, là, si vous avez joué à FF15, vous allez pouvoir vous la jouer Noctis, à vous téléporter en fait lorsque votre arme est projetée sur quelqu'un, sauf que là, c'est pour faire des assassinats furtifs. Voilà, donc c'est quand même assez classe. Et généralement, la plupart des pouvoirs sont assez bien vus, assez bien retranscrits, sachant qu'heureusement, parce que c'est vrai que ça ajoute du relief à des combats qui sont sinon un petit peu plan-plan, un petit peu obtus à vouloir juste se protéger, esquiver, attaquer. Sinon, c'est vrai que c'est les pouvoirs qui apportent de l'intérêt au combat. Pour l'assassinat lui-même, le côté assassinat, infiltration, il est plutôt correct et c'est vrai qu'il est relevé par donc les pouvoirs que j'ai déjà mentionnés. Et il y a aussi le fait, alors il y a cet arbre de compétences qui est quand même assez important. Il y a aussi le fait qu'on puisse level up le navire. Il y a un navire qu'on obtient très vite dans le jeu qui va nous permettre d'explorer les nombreuses îles, et que lui-même on va pouvoir level up, donc non seulement les statistiques du navire, mais aussi les lieutenants, afin de pouvoir infliger toujours plus de dégâts, de pouvoir infliger des dégâts à plus de 10 000, comme certains autour de cette table adorent. Xenoblade, voilà. Donc, mais mine de rien, c'est quand même assez révélateur du soft, parce qu'on a un RPG où il va vraiment falloir planifier en fait non seulement son personnage, son équipement et ses compétences. Donc là, on est dans une application là-dessus qui est quand même assez forte. Autre chose qui montre un petit peu les influences qu'on peut avoir Ubisoft, là c'est une augmentation de l'importance des dialogues, puisque là on va avoir, alors c'est pas une roue des dialogues, mais on sent qu'il y a eu des inspirations BioWare, puisque là le personnage principal va pouvoir, à partir des dialogues, donc mentir, tuer ou romancer des personnages importants, sachant qu'il y a effectivement des conséquences qu'on va avoir dans la quête principale, mais les conséquences principales vont tourner autour de la famille du héros ou de l'héroïne, qui sont quand même des personnages importants, sachant que le jeu nous rappellera parfois nos choix passés et leurs conséquences. Le problème, c'est que les dialogues, des fois, ils manquent de finesse, et alors les tentatives de drague éhontée, ça tient plus du mauvais film érotique de M6 qu'autre chose, quoi. Mais du coup, est-ce que cette orientation RPG t'a séduite, parce que pourtant t'es quand même assez penché sur ce genre de jeu. Je te sens pas ultra enthousiaste. C'est vrai que je suis un peu mitigé, je passe beaucoup de bon temps sur ce jeu, il y a les mécaniques qui marchent,
notamment le fait d'aller un petit peu explorer toute la carte pour en découvrir les points d'intérêt au fur et à mesure. C'est juste que sur beaucoup de points, j'ai l'impression d'avoir mieux partout, à la fois sur le combat, qui est à part pour les aptitudes plutôt correctes, mais pas plus. L'infiltration, l'assassinat, moi j'ai trouvé mieux dans pas mal d'immersive sim, et finalement pour chaque chose, comme le système de mercenaires que j'aime pas trop, il y a quelque chose que j'aime mieux, comme par exemple le fait que les membres du culte qu'on a tués, il faut vraiment aller chercher des informations sur eux, qu'il faille vraiment investiguer, et ça c'était vraiment un bon point. En fait, le fait d'avoir fait un RPG d'Assassin's Creed, ça a son bon et son mauvais point, notamment le fait que finalement il faut investir du temps dans cette Assassin's Creed et pas juste pour aller chercher des collectibles, il faut vraiment aller chercher des informations, chercher du loot, et ça je pense que tout le monde n'aura pas envie de le faire. C'est d'ailleurs pour ça que les booster packs d'Ubisoft qu'ils ont pu faire, en plus de l'avidité d'Ubisoft qui est déjà bien référencée, c'est aussi parce qu'ils se sont rendus compte que ils voulaient des raccourcis pour ceux qui voulaient ne pas perdre de temps. Le problème c'est que c'est vraiment un des moteurs de cet Assassin's Creed, donc là c'est d'ailleurs sur ça que je terminerai. Si jamais vous voulez un Assassin's Creed à l'ancienne ou que vous voulez faire facilement, en tout cas par petite session, c'est vrai que là il va vraiment falloir cibler vos objectifs à chaque fois, parce que là la trame principale vous n'échapperez pas pour la compléter à toutes les petites activités annexes, et surtout l'open world il se mérite, et si jamais vous voulez y aller trop vite, vous risquez à côté de l'Odyssée d'Homère et donc de celle d'Ulysse, fatalement là l'expérience de jeu risque d'être beaucoup plus laborieuse. Une bonne grosse liste de courses, donc comme ce qu'on avait un petit peu pu avoir avec Octopass, peut-être. Beaucoup plus gros que dans Octopass. Après il y a des courses qui sont très sympathiques. Maintenant c'est vrai que c'est un best-of de tout ce qu'on a pu trouver. Ça veut pas dire forcément que ça fait mieux que la plupart des autres concurrents. Bruno, je te voyais pas mal réagir. Est-ce que tu as joué à Assassin's Creed ? J'ai fait le tout premier, mais après c'est une saga que j'ai un petit peu délaissée. Il y a d'autres, je renie pas les qualités, mais il y a d'autres licences qui me plaisent davantage. En tout cas, Darksiders 3, encore rien à voir. Tu attends du coup. Ah oui, tout ce qui est quand il y a Joe Mad, j'attends. Voilà, c'est ça me fait ça. Alors je voyais Florent du coup sur le chat qui a aussi beaucoup joué à Assassin's Creed, qui disait que le côté RPG est quand même assez gadget apparemment. C'est-à-dire que c'est là pour justifier un rallongement de la durée de vie, et parce qu'au final t'as tout débloqué à la fin, donc du coup t'as pas vraiment de build. Et est-ce que le côté RPG est pas du coup un peu t'as un build dans comment tu joues au fur et à mesure, vu que c'est assez long effectivement, tu vas devoir un peu choisir au départ, mais c'est vrai que comme dans beaucoup de jeux, si tu spams le fait de vouloir augmenter level up et aussi trouver les points d'aptitude, finalement c'est vrai que tu pourras tout avoir. Souria, toi le côté RPG, je crois que c'est un de tes genres de jeux préférés. Est-ce que ça te parle dans Assassin's Creed ou J'ai jamais fait d'Assassin's Creed en fait. D'accord. Un peu tâche là, mais je n'ai jamais fait. Mais sinon oui, les RPG, surtout les RPG japonais, c'est plus dans ce domaine-là c'est que pas trop les connais, on va Ubisoft, dire. Non, j'ai dû faire Rayman à l'époque, mais c'est jamais fait. Ouais, voilà. Ça date. Et toi Titouan du coup? Moi Assassin's Creed, je me suis bien défoncé dessus, et c'est vrai qu'au final j'ai un peu lâché la série à cause peut-être d'un manque de renouvellement, surtout du système de jeu. Il faisait toujours des petites nouveautés, mais après quand on prenait par exemple Brotherhood, du coup donc qui n'est pas le 3 mais la suite du 2, et on a eu un 3 après, un 4, Brotherhood n'a apporté quelque chose de plus que à l'histoire. Et pareil pour la suite, je ne sais plus comment il s'appelait. Revelations. Voilà, Revelations, qui n'apportait que des suites par rapport à l'histoire. Et au final, ça m'avait un peu gonflé. Et après, il n'y avait pas des réelles avancées dans les suivants. Après, ils ont mis les bateaux, les batailles navales, c'était vraiment intéressant. Mais là, le système de RPG, c'est peut-être quelque chose qui va rebuter certains, mais peut-être plaire à d'autres gens qui voulaient peut-être délaisser Assassin's Creed. Et je trouve ça assez intéressant. Un dernier mot autour du plateau avant qu'on passe à Venom, peut-être, Cédric? Tu n'es pas très. Si, moi j'aime bien, mais j'ai arrêté à partir du moment où la méta-histoire est partie en couille, parce que c'est ce qui m'intéressait le plus en fait. Alors, là pour le coup, elle est présente, mais vraiment en toile de fond, comme, tout petite touche. Comme depuis 20 épisodes. Un petit peu plus. Et le mot de la fin sera donc pour Pooch, qui sur le chat nous dit que Eiichiro Oda baise Homer. Voilà. Une fine analyse. Une fine analyse. À laquelle je souscris. À laquelle nous souscrivons à peu près tous autour du plateau, je crois. Les amis, c'est l'heure de changer de sujet. On va parler de super-héros avec toi, Cédric. On va
parler de Venom. De super-héros, de super méchants surtout. Super méchant. Alors oui, Venom, déjà je vais raconter un petit peu quand même l'histoire. C'est un film qui est sorti en salle ce mercredi. Donc voilà, je suis allé le voir en avant-première le mardi soir parce que je suis un peu maso. Premier sur l'info. Premier sur l'info, tout à fait. Et donc qu'est-ce que raconte Venom? Ça raconte l'histoire d'Eddie Brock, un reporter toujours en quête de vérité, acharné. Il aime trouver l'info là où elle est, au cœur de l'action, et il n'hésite pas à enfreindre les règles pour l'obtenir. Mais un jour, sa vie bascule parce qu'il s'en est pris à la mauvaise personne. Il s'en est pris à Carlton Drake, le PDG de la société Life Foundation, qui est une fondation qui globalement pense faire le bien par plein d'activités écologiques. C'est la World Company, quoi. C'est ça, c'est la World Company. Et donc en 6 mois, à cause de cette interview mal faite, Eddie il perd son job, sa fiancée, et il se retrouve dans un des pires quartiers de San Francisco, parce que oui, on n'est pas à New York, on est à San Francisco. Et il pète les plombs. C'est d'ici la Et il peste. pète les plombs. Il devient globalement une espèce de gros clodo, mais un peu, je pense que c'est Tom Hardy dans la vraie vie, des fois. D'accord. Mais bon. Tout ça à cause d'un Big Mac. Voilà, et la roue pourrait tourner peut-être grâce à l'aide d'une forme de vie extraterrestre symbiotique du nom de Venom, qui fusionne de force avec lui dans le but d'échapper à Carlton et à la compagnie, qui n'est peut-être pas si vertueuse que ça. C'est donc un film américain qui a été réalisé par Ruben Fleischer, Tom Hardy, par Ruben Fleischer, avec donc Tom Hardy, Michelle Williams et l'excellent Riz Ahmed, qui était entre autres récemment dans Brother Sister. C'est un film Sony Pictures et non pas un film Marvel. Je pense que c'est assez important à préciser qu'il n'a aucun lien avec le MCU. Et étonnant, c'est la libre adaptation d'un arc qui a existé, qui date de 93, qui s'appelle Venom Lethal Protector. Alors tu précises le studio en charge du projet. Est-ce que c'est important pour les spectateurs de savoir qui est derrière? Alors je pense que oui, parce que souvent les gens ont tendance à confondre. Dès qu'un film est estampillé Marvel, ils voient le logo Marvel, ils pensent que c'est partie du MCU, et je pense qu'il faut vraiment voir la différence, parce que on peut reprocher beaucoup de choses à Marvel, mais leurs films, ils ont une certaine tenue. Ils essayent pas de partir en live tout le temps, et ils essayent quand même d'avoir une certaine cohérence dans leur univers et de pas avoir un truc qualitativement horrible. C'est-à-dire que je suis pas toujours fan de la réalisation, mais ça passe quand même. Alors que là, le film il se construit comme une espèce d'origin story classique. Il n'a pas vraiment de lien avec le reste de la maison des idées, donc Exit Spider-Man ou tout ça. Vraiment, Venom est indépendant. Ok, Spider-Man n'est pas dans le film. Non, Spider-Man n'est absolument pas dans le film. Il n'y a aucun lien avec le MCU, il n'y a même pas de lien avec d'anciens films. C'est vraiment une nouvelle histoire. Le film commence sur les symbiotes qui arrivent sur Terre, globalement. Donc, c'est l'un des rares arcs où Venom est le héros dans les comics. Donc c'est pour ça que Sony d'ailleurs a choisi cet arc-là. Mais concrètement, le film il donne pas grand-chose au final. Faire de Venom un héros, c'est pas une idée si saugrenue en soi. On aurait pu avoir un potentiel intéressant, une espèce d'anti-héros, un petit peu roublard, un petit peu méchant, ce que la bande-annonce tentait de faire présager. Mais le film est très très mal exécuté, il est écrit de façon grossière, il ne tente pas de justifier la moitié des incohérences qui amènent le film après 1h50, mais je pense que moi j'ai passé 5 heures, c'était assez éprouvant pour moi. Je vais pas spoiler le film, mais surtout la fin. La fin, il y a un empilement d'incohérences qui devient très problématique pour moi, où il y a zéro explication et c'est débrouille-toi public avec ça, quoi. Pour toi, public. Pour toi. C'est pour toi, public. Les personnages, ils sont posés littéralement dans l'intrigue, ils n'ont pas de contenant. Les scénaristes n'essayent pas de les étoffer, ils préfèrent penser que faire des blagues, froncer les sourcils ou balancer une punchline suffit à créer de l'empathie avec le spectateur. Et au vu de tous les rires qu'il y avait dans la salle à chaque fois que Venom faisait une blague, j'en conclus que le public leur donne raison. Alors, vu que tu mentionnes les personnages, il y a eu pas mal de controverses autour de l'interprétation que livrait Tom Hardy et du décalage peut-être avec les autres personnages du film. Qu'en est-il réellement? Un critique américain avait dit que Tom Hardy, globalement, on aurait dit Jim Carrey dans Menteur dans le film, donc ça, je peux pas lui donner complètement tort. C'est effectivement l'un des mauvais points du film, mais c'est pas forcément la faute de Tom Hardy. Globalement, son jeu effectivement est complètement dissonant du reste des autres qui essayent d'être très sérieux, alors que lui il part dans une espèce de truc rien que dans Menteur, mais je pense aussi à Nicolas Cage dans le film où il pense être un vampire et il gueule dans la rue, tu sais, il y a un peu cet effet mais qu'est-ce qui t'arrive Eddie Brock, je ne te comprends pas. Mais c'est pas la faute de Tom Hardy. Je pense que Tom Hardy l'a expliqué vaguement, mais il a fait beaucoup de gros films, mais souvent avec des grands réalisateurs derrière qui avaient un pouvoir d'exécution derrière. Là on est sur un film où c'est Sony qui tient les rênes, et je pense qu'il a pas su gérer ça, et que Sony, plutôt que de lui dire comment jouer, comment il devait peut-être essayer d'incarner le perso, ils ont préféré rien lui dire et cutter 40 minutes de scène, surtout des scènes de gag qu'il avait. Donc ce qui fait que le peu qui reste de lui c'est du gag, et tous les autres sont très sérieux et le regardent comme une espèce d'imbécile heureux qui gesticule les bras, quoi, globalement.
Il y a une scène très awkward dans un restaurant avec un aquarium et des homards. On en parlera en antenne parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, mais bon, globalement, le film, donc, il a une tenue bizarre, c'est que j'ai l'impression de voir un Daredevil ou un 4 Fantastique, donc un film de super-héros du début des années 2000 où on savait pas encore comment trop toucher aux films de super-héros, mis à part Dieu Sam Raimi. Et c'est problématique parce que on a une espèce de produit pour enfants et le plus gros problème, c'est que les producteurs ont eu la très bonne idée de dire, mais très fièrement, qu'ils avaient baissé le rating, donc au lieu que le film soit tenu au moins de 17 ans, au moins de 17 ans, donc au moins de 17 ans, ils l'ont baissé au moins de 13 ans, édulcorant donc le film par sa violence, par son humour, par son côté qui aurait pu être gore. Et donc c'est une vraie problématique parce que le film, je pense, se destinait à être un produit pour adultes. Donc pour conclure, je peux dire que au demeurant d'un aspect doucement nanardeux qui pourrait en faire rire certains dont moi-même, le film n'a pour lui que 2 scènes post-génériques, une assez classique mais plutôt rigolote, l'autre beaucoup plus intéressante. Au demeurant de ça, passez votre chemin, je pense. Qui a vu Venom autour du plateau ? Toi, Jonathan, tu l'as vu ? Oui. Alors ? Un mauvais film qui m'a fait passer un bon moment. C'est comme ça que je résumerai. Je suis quasiment d'accord avec tout, notamment l'espèce de feeling début des films des années 2000, là, mauvais Marvel. Franchement, c'est ça aussi que j'ai vu. Après, moi, justement, Venom et Eddie Brock, ça a marché avec moi. Souria, toi, ça te donne envie de voir le film ou pas, si tu l'as pas vu ? Pas particulièrement, en fait. Après, je pense que j'essaierai quand même de le voir. J'ai pas été vraiment convaincu par les films Marvel de manière globale. J'en ai vu quelques-uns quand même, que je trouve vraiment sympa à regarder, quoi, mais c'est jamais non plus c'est si génial que ça. Je conseille Logan, si tu dois en voir. Logan, je l'ai vu, j'ai bien aimé. Ouais. Logan, excellente vidéo de Monsieur Bobine cette semaine. Oui, d'ailleurs, tout à fait. Et donc du coup, Titouan, est-ce que tu es satisfait d'être venu en plateau pour ça ? Oui, je suis assez satisfait parce qu'en fait c'est exactement ce que tu as dit, Jonathan. En fait, moi, les films de super-héros, c'était toujours ça, c'était des mauvais films qui te font passer un bon moment en fait. Mais de ce que tu dis, tu as l'impression d'avoir passé 5 heures dans la salle, donc ça me conforte un peu moins dans cette idée. Mais je pense que je vais le voir parce que je suis assez curieux de Tom Hardy, c'est quelqu'un que j'aime plutôt bien. Après, tu disais qu'il y a eu un conflit avec lui et Sony, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même des directeurs d'acteurs, il y a de la direction qui se fait. J'ai pas dit ça, voilà. J'ai dit moi je pense qu'il y a ça. Oui, en fait. bien sûr. Ils ont pas voulu vraiment ils ont pas réussi à le gérer, quoi. Et on poursuit cette conversation hors plateau. Bruno, as-tu un mot à ajouter ? Non, mais c'est vrai que pour Tom Hardy c'est intéressant parce que c'est quand même quelqu'un qui était dans les petits papiers des plus grands, tu sais pas, avec Nolan quand même par hasard. Mais sur ses rôles de composition, Legend, il a été light. C'est pas parce qu'il a fait Bronson que c'est devenu un génie, mais moi je l'adore, je l'aime beaucoup. Pour moi, il avait la carrure pour ce rôle, mais il a quand même besoin d'avoir quelqu'un derrière. D'être dirigé. Ouais. Donc si je le vois, c'est pour lui et parce que quand même j'aime bien Venom hors période Badley. Très bien, c'était donc le mot de la fin sur Venom. On va très très vite sur cette transition, les amis. On va s'écouter James Brown, Get Up and Drive Your Funky Soul, thème de la danse magique de Spider-Man 3. Voilà, donc ça c'est le vrai Venom dont on a envie de se souvenir. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, et on ne touche pas à Last Man, Titouan, attention. On salue sur le chat Nopli qui était très très actif ou active. On salue Mafouba qui nous fait l'honneur de revenir dans le chat avec nous. Balouga toujours, Woodchuck, Modevan et Mafouba qui répond, et Pooch aussi, qu'on salue, et Judge Dead. Plein de bisous à tous. Vous pouvez toujours nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, au hashtag HPL et sur Twitch, on vous lit. Partagez avec nous vos questions et vos anecdotes parce qu'on réagira dessus en direct pendant le débat. D'ailleurs, le débat, je propose qu'on y aille tout de suite parce qu'on a pris un tout petit peu de retard. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé, je monte à $100. Alors, grand débat sur le manga français. Je vous épargne l'introduction du sujet car il paraît qu'un certain Damien Hiller, chroniqueur chez nous, a préparé un très très beau magnéto en guise d'introduction à ce débat. Donc je propose qu'on le lance tout de suite. Le manga français, Manfra si on veut s'écorcher la langue, Global Manga si on est un être humain respectable, existait bien avant le succès de Radiant et sa consécration avec l'adaptation animée au Japon. L'un des plus anciens est sûrement Sentai School qui fête cette année ses 20 ans, un manga de Philippe Cardona, le dessinateur des BD Noob. Comme beaucoup d'auteurs de manga français, Cardona a débuté sa carrière dans le fanzina, milieu amateur où les œuvres sont vendues en convention ou forgées sur des sites web spécialisés tels Camilova ou Mangadraft, dont certains titres ont fini par se forger une vraie réputation comme Giza de Tim Fisher ou le manga de foot Head Trick. Ce n'est pourtant pas là que Renaud Lemaire, auteur de Dreamland, s'est forgé. Pendant longtemps, et au vu du nombre de tomes que compte le titre ainsi que sa similarité avec One Piece, beaucoup
on pensait qu'il serait le premier à être adapté en animation. Dreamland, sorti en 2006, est le véritable premier impact du genre, initiant toute une pelletée d'auteurs aventureux cherchant à surfer sur la vague en signant des contrats dans différentes maisons d'édition, mais aucun n'arrivera à tenir la dragée haute face à l'œuvre de Lemaire. Le marché devient sporadique durant cette période, et il faudra attendre 10 ans pour voir le manga français revenir en force. En 2014, Ankama et Kyun relancent la machine et se mettent en tête de dépoussiérer le concept, avec d'un côté CTO les Radiants, et de l'autre Outlaw Players ainsi qu'un tremplin manga assurant aux gagnants le droit d'être publié par l'éditeur. C'est de là que sortira Green Mechanic. Il est possible que toute cette effervescence autour du manga français soit due au succès de Last Man et Kienhi, des hybrides étranges s'il en est, mais au succès indéniable. L'adaptation de Radiant a fini de secouer le cocotier et désormais, chaque éditeur plonge tête la première pour trouver le prochain succès made in France. Alors, le global manga Cocorico, réelle demande ou engouement hâtif? La vérité c'est que le public s'en fout, du moment qu'il a une bonne histoire avec un dessin qui ne singe pas avec maladresse le style nippon. Tout comme les japonais n'y ont vu que du feu en lisant Radiant, les français achèteront les yeux fermés sans regarder le nom sur la couverture, si le contenu vaut la peine d'être lu. Et c'est ce qui se dégage de la dernière tendance. A l'inverse du boom initié par Dreamland, dont étaient sorties des œuvres discutables au dessin parfois très limites, la dernière mouture du manga français a plutôt bien assimilé les codes narratifs et visuels du manga. Ça n'est plus de l'imitation mais une véritable réappropriation. Il y a même des éditeurs qui se sont forgés uniquement autour de ce concept. C'est en partie le cas d'H2T, dont l'idée est de travailler directement avec les auteurs. De ce fait, leur catalogue est massivement rempli de global manga. Le petit éditeur indépendant est devenu en mai un département des éditions Pika. Glénat s'y met également, en surfant sur de grands noms comme Devil's Relic ou Orion, portés respectivement par Maître Gims et INK. Mais quitte à s'y jeter, autant y aller franchement. Glénat sort donc rien de moins que 6 titres français, dont Tintarun, un shonen classique, et Versus Fighting Story, qui nous plonge dans le monde de l'e-sport, un thème avec le vent en poupe, comme vous avez pu le remarquer. Les prochaines années seront décisives pour le manga francophone, avec pas loin de 20 séries différentes publiées par plusieurs éditeurs. Si la tendance se confirme, on pourra dire que le public attendait qu'on lui propose la chose. Dans l'immédiat, c'est bien parti pour durer. Un petit conseil lecture avant de partir. Pour ne citer que des titres dont je n'ai pas parlé dans cet édito, je vous proposerai d'Encre et de Feu, Tali, fille de la lune, et Chronoctis Express. A bientôt pour un nouveau magnéto. Merci Damien, on le remercie pour ce premier magnéto, qui en appelle d'autres évidemment. Très bon magnéto. Ouais, très bon magnéto, il les co-réalisera avec notre ami Pierre, qui, donc comme ça les deux non-parisiens auront leur place dans tous les numéros consacrés à la Japanimation, si c'est pas beau. Les amis, je propose qu'on rebondisse assez rapidement sur ce qui vient d'être dit sur le chat, parce qu'il y a un petit débat autour de Last Man est-il un manga français ou pas. Tout simplement, manga français, déjà, qui est à l'origine du terme? Est-ce que ce sont les auteurs, est-ce que c'est le public ou est-ce que ce sont les éditeurs? Souria, peut-être, pour commencer. Non, on appelle ça un manfra plutôt, je sais pas. Manga français, bah, c'est juste pour qu'on dissocie un peu les deux, peut-être, pour pas mélanger les mangas qui viennent du Japon et peut-être la French Touch, comme Last Man par exemple, qui a une sorte de graphisme qui est assez différent et peut-être l'objet, peut-être. Mais manga français, oui, moi ça me gêne pas du tout le terme en tout cas. Moi je pense qu'il y a aussi un aspect un peu juste, on est content de faire des mangas un peu nationalistes quoi. Du coup de se dire, non mais dans le bon sens du terme. Tu sais, les mangas n'ont pas besoin d'être français pour être nationalistes. Hein, ouais, c'est vrai. C'est juste histoire de se dire, bah nous on sait aussi faire des bons mangas et ça vient de chez nous et je pense que du coup c'est plus côté éditeur. Mais ça a dû, je pense que c'est aussi beaucoup repris par les gens qui les lisent, donc c'est assez équilibré, on peut pas trop donner de réponse. Des éditeurs, tu partages ce constat, Bruno? Il y a quand même une vérité, c'est que le nom de l'auteur, qu'il s'agisse de son vrai nom ou pas, ça a un impact. Par exemple pour Tintarun, si ça marche pas de folie, c'est parce que il y a aussi un nom français et parfois les lecteurs, dès que c'est un nom avec une consonance jap, ça marche mieux. Ensuite il y a aussi le sens de lecture, il y a des créations françaises qui restent avec des sens de lecture français. Comme Tali justement. Il y a le format qui rentre en jeu, donc il y a plein de choses. Moi, de mon point de vue purement personnel, c'est pas important pour moi, Manfra, Global Manga, c'est pas important, tout comme le fait de genrer
une œuvre, pour moi, c'est pas très important. Il y avait un ami, Julien Mestre, qui disait si un cuistot français fait des sushis, on va pas dire c'est un franchi ou un soucé, tu vois. Il fait un sushi, tu vois ce que je veux dire. Donc il grossissait le trait, mais voilà. Mais disons qu'après, effectivement, ça pose la question de la légitimité de cataloguer les œuvres par zone géographique aussi. Aussi, oui. Est-ce que d'après vous, c'est encore pertinent de distinguer BD, comics, manga? Oui, enfin c'est quand même important même. de mettre de savoir qui est derrière la chose, que ce soit un film, une musique ou peu importe. Donc, Et d'où ça vient aussi. D'où ça vient, voilà, bien sûr. Mais ça ne doit pas être une priorité. On ne doit pas se jeter dessus parce que telle origine. Voilà. Cédric? Non, je pense qu'il a assez raison. Dans le manga, il y a beaucoup de genres qui sont surtout qui sont là pour plutôt la production, savoir comment ils vont classer et orienter économiquement. Mais ça a plus lieu au Japon. En France, on s'arrête vraiment à shoujo, shonen, seinen, alors qu'il y a beaucoup plus de catégories. Mais je pense que faut toujours faire la différence entre un comics et un manga, parce que tu lis pas la même chose quand tu lis un comics et un manga, tu vois. Mais dans le cas de manga français, je pense pas que c'est un terme précis, hein, c'est juste une appellation, comme dit Souria, qui a été repris par exemple, parce que moi j'entends plus franga, manfra ou global manga quand on veut chercher un terme pour définir ça, quoi. Le mot franga avait été prononcé sur le chat quand Balak était venu et il a limite fait un AVC. Mais après, dans le cas de Last Man, je pense pas qu'on puisse parler de manga, quoi. Mais pour moi, c'en est pas un. C'est plutôt un syncrétisme de pas mal de choses. Je pense que c'est une BD française qui a voulu avoir un mode de production et un code de manga, parce qu'ils ont beaucoup joué sur le fait qu'ils allaient essayer d'avoir des chapitres régulièrement, une sortie régulière. Mais je pense que c'est aussi intéressant pour ça d'avoir des catégories, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont s'amuser à mélanger des choses, et si tu sectorises pas les choses, bah du coup il y aura plus de choses pertinentes et intéressantes et originales quand tu pourras plus mélanger des choses qui au final ne sont plus distinctes. Et c'est toujours intéressant d'avoir cette distinction là, et je pense aussi, je suis plutôt d'accord avec toi, que Last Man ne peut pas rentrer dans cette catégorie de manga. Après, une question qu'on peut poser, et là je me tourne vers toi Souria, c'est le manga français, est-ce que ça désigne pas aussi un creuset d'influence qui inspire une certaine catégorie d'auteurs, une certaine génération d'auteurs, et qui du coup retranscrivent des codes esthétiques japonais avec lesquels ils ont grandi dans leur propre création? Est-ce que toi c'est comme ça que tu l'envisages? Moi clairement, pour moi personnellement oui, mais ça c'est parce que j'ai grandi aussi avec les deux influences. Parce que après clairement il y a d'autres mangas français qui jouent le jeu à fond du manga pour vraiment montrer un objet comme au Japon. Après moi je trouve que ça vraiment intéressant quand les styles se mélangent et qu'il y a vraiment un métissage des deux cultures. Je trouve ça plus touchant pour moi. Mais je comprends aussi, je suis admiratif aussi des gens qui veulent vraiment avoir un objet plus japonais, comme Orion par exemple, je sais pas si vous avez vu, mais même les onomatopées sont en japonais par exemple. Je trouve ça assez fou. Mais justement toi, si on parle un petit peu de Tali quand même, parce que c'est ton manga, c'est le manga que tu présentes aujourd'hui en plateau. À quel moment est-ce que, comment est-ce que tu as dosé les différentes influences japonais, notamment je vois la place des onomatopées par exemple, comment est-ce que tu as géré ça, parce que tu as des petites compositions un peu japonaises mais tu as gardé les onomatopées franco-belges. Comment est-ce que tu as dosé un peu tout ça? Ou est-ce que tu en avais conscience? Non, pas vraiment, en fait j'ai plus cherché, je me suis pas posé la question de doser ou pas, je me suis concentré pour faire le mieux possible pour raconter l'histoire. Après je pense que moi ça me gênait pas en fait qu'on considère ça comme une BD en fait, donc j'ai pas cherché à jouer le jeu du manga à fond, même si pour moi c'est une inspiration qui est évidente. Après le découpage par contre c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est plus facile pour moi par exemple de raconter une histoire en proche de 150-200 pages que 80 ou 60 pages forcément. Et toi Jonathan, qu'est-ce que tu penses de toute cette nébuleuse du manga français? Le souci c'est notamment par rapport au manga français, c'est qu'il faut voir comment tu arrives à les produire, à les publier, parce que nous on n'a pas de magazine, il n'y a pu en avoir, alors je suis pas le plus expert, il me semble qu'il y en a eu de magazines de prépublication. Il y a eu des essais. Voilà. Il y a pu avoir des essais, mais il n'y a rien qui s'est créé, qui a permis d'avoir quelque chose de viable. Et finalement je pense que même pour les dessinateurs c'est un risque, un pari qui est encore plus grand. Donc c'est vrai que des fois on peut avoir tendance ou bien à vouloir vraiment se cantonner au canon de ce que le public connaît, ou alors au contraire de vouloir partir vraiment dans quelque chose de très spécifique, d'unique, pour vouloir marquer un peu les esprits. C'est vrai que est-ce que du coup ça arrive à avoir une patte française? Là c'est vrai que moi je serais pas capable de le dire comme ça. Oui Titouan, excuse-moi. Moi pour cette réponse je trouve que par exemple Last Man, après c'est comme tout, hein, c'est pareil, les mangas, clairement si t'as pas quelques références au niveau culture japonaise, tu peux pas
comprendre tous les gags ou ce genre de choses. Et je pense pour le coup, Last Man, pareil, il y a quelques petites, surtout dans l'animé qui est là, il y a beaucoup de références que tu peux pas comprendre si t'es pas français ou au moins européen, je pense. Et du coup, ça en fait beaucoup partie aussi. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut avoir l'appellation vraiment manga français ou pas manga français d'ailleurs. C'est si tu reprends les codes de ta culture nationale ou pas. C'est assez important, je pense. Est-ce que du coup, je reviens un petit peu à la charge avec cette question, mais d'après vous, qui est-ce qui revendique le plus l'héritage japonais dans l'équation ? Est-ce que ce sont les éditeurs ? Est-ce que ce sont les auteurs ? C'est presque. Est-ce que c'est un buzzword facile ou est-ce que c'est une réalité du marché ? C'est ça la question en fait. C'est presque les lecteurs, j'ai envie de dire, parce que pour avoir travaillé sur le dossier pendant plusieurs semaines, la réalité du marché, c'est que Radiant. Alors j'aime pas trop dire ça, mais on va dire c'est celui qui a le graphisme le plus proche du manga. Les Japonais s'y sont trompés d'ailleurs. J'aime pas faire ce raccourci, mais d'ailleurs Tony Valent avec qui j'ai discuté était un peu désolé de ça parce qu'il y a plein de productions françaises, style Burning Tattoo par exemple, qui se sont cassées la gueule parce qu'il n'y avait pas ces espèces de codes graphiques ou de généralité graphique, alors que Radiant épouse ces formes-là et ça marche du tonnerre. Avec plus de 200 000 unités écoulées. Renault de Dreamland, c'est un phénomène un petit peu à part. C'est pas la même décennie aussi. Ouais, c'est un apôtre un peu spécial. Par contre, après vous avez des séries comme Outlaws Player avec Shonen qui dessine vraiment comme un japonais. Encore une fois, j'aime pas dire ça, mais du coup ça marche bien. Et à l'inverse, quelque chose comme je sais pas qu'est-ce que j'ai en tête qui marche un petit peu moyen avec par exemple le voleur d'estampes chez Glénat, qui est un manga. Ça marche un petit peu moins bien parce que voilà, il y a encore cette esthétique, je sais pas si vous l'avez lu ici, qui se rapproche absolument pas, et pourtant c'est une super création, il y a une note d'intention d'être novateur, c'est hyper rafraîchissant. Ça marche pas très bien parce qu'on se base pas sur cette espèce de forme manga un petit peu générale. Après ta com sur le voleur d'estampes, elle était quasi nulle quoi. Ça veut dire que comme ils ont tout sorti pour tout ce qui est tout par rapport à Devil's Relic, en fait c'est surtout Devil's Relic qui a été mis en avant. Alors le voleur d'estampes c'est sorti il y a 2 ans et l'auteur depuis quelques années, je pense moi j'ai vu que Radiant et là Devil's Relic a vraiment été poussé, Tintarun un peu, mais ça dépend de qui est derrière et qui pousse le titre quoi, mais le voleur d'estampes. Ça c'est intéressant parce que tous les éditeurs français ne traitent pas les projets d'édition de la même manière. Certains veulent que ce soit clé en main, certains vont t'orienter, vont te dire de faire plutôt comme ci, plutôt comme ça. D'ailleurs des fois il y a des auteurs qui le prennent mal et qui veulent pas signer, donc après il y a des discussions, mais oui, tout le monde ne travaille pas le dossier de la même manière, et pas uniquement ceux qui éditent des séries, même ceux qui en éditent pas. Moi je trouve ça vachement dommage, et après aussi je pense que c'est un problème du public, le fait justement de mettre de côté des mangas justement, parce que c'est un manga juste parce qu'ils sont pas estampillés comme ayant des graphismes très japonisants, voilà, si on peut dire. Tu n'aimes pas dire ça, donc mais c'est vrai que c'est dommage parce que du coup on passe, je pense, à côté de toute l'histoire et de tout ce qui peut être intéressant dedans. Et le seul souci, c'est comme c'est un souci au niveau du public, je pense principalement les éditeurs ne vont pas essayer et ne vont pas prendre le risque de publier un bon nombre d'œuvres qui pourraient être très intéressantes. Jonathan Bruno. Non, mais en fait, je voulais redire à ce que Damien avait dit dans le Magnéto. C'est vrai qu'il avait bien mentionné qu'il y avait de plus en plus aussi de mangaka, en tout cas d'auteurs français sur le marché, et c'est vrai que du coup plus il y en a, plus c'est difficile pour eux après de comme tu disais, de sortir, de se faire remarquer. Donc fatalement c'est vrai que sur la com on va se concentrer sur un ou deux, et puis alors là effectivement pour Radiant, vu qu'en plus il y a l'adaptation en anime par les japonais, c'est vrai que c'est d'autant mieux pour la com. Soria, toi qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que les lecteurs de manga, surtout les ados, je pense, sont beaucoup plus puristes que certains lecteurs plus adultes ou même lecteurs de BD. De mon expérience personnelle, par exemple, quand je vais en convention manga, j'ai l'impression que Tali, par exemple, marche moins bien, que les acheteurs sont moins curieux de l'objet que les lecteurs de BD. Mais je pense que moi aussi, quand j'étais jeune, par exemple, si c'était pas japonais, j'étais là, je vais pas l'acheter parce que ça me paraît nul, par exemple. J'étais vachement fermé d'esprit, je pense, et peut-être qu'ils sont pas encore cette ouverture de se dire que si c'est pas japonais, ça peut aussi être très bien, quoi. Enfin, la qualité peut être aussi bien ou mieux, quoi. Donc d'après toi, c'est plutôt un problème de peut-être que le lectorat n'est pas assez mûr encore ?
C'est peut-être des gens trop jeunes. Mais je pense que c'est une question d'argent aussi, parce qu'un manga ça coûte cher, il y a de plus en plus de mangas sur le marché. Alors quand t'es jeune, t'as pas encore toutes les connaissances en main, et donc tu préfères rester sur des bases et les cousins des bases, quoi. Tu vois, donc tu lis Shonen Jump, tu restes sur tout ce qui est Shonen Jump. C'est rare ceux qui essayent d'aller ailleurs, quoi. Et d'où le succès de Radiant, tu disais tout à l'heure, qui épouse quand même pas mal de conventions. Oui, et c'est quelque chose, attention, qui est hyper bien taffé. Bien sûr. Tony Valent, il a lu Naruto, il a dit c'est ça que je veux faire, donc il a fait Anabi, non pas Anabi, oui, je crois que c'est Anabi. Et après du coup il a fait ça, et oui, ça, c'est quand même les gens qui ont réussi de façon importante. Guillaume Lapère et City Hall, quelqu'un qui vient de la BD, Tony Valent Radiant, quelqu'un qui vient de la BD, donc il y avait un bagage technique. Le niveau quand même global des créations françaises, c'est de plus en plus joli quand même, globalement, on a vraiment franchi un cap, donc ça c'est plutôt rassurant. Mais une dernière chose sur le fait de comment est-ce que les lecteurs, regarde, Isayama est encore moqué pour ses dessins. Il y a des œuvres marginales. Tout à l'heure en off on parlait de Doro et Doro qui est littéralement oublié, donc ça ne concerne pas uniquement les créations françaises, tu vois. C'est tout simplement le rapport qu'on a en France avec le dessin, l'appareil, les views, qui est une bombe de chez Kana. Il y a aussi des gens, tu vois, après chacun a la sensibilité, mais on a du mal avec le graphisme. On aime quand même quelque chose qui soit globalement identifié, un petit peu dans la norme. Est-ce que ça touche pas toute la BD en général? Oui, je pense que ça c'est lié à l'Occident. C'est la différence Occident-Orient, c'est-à-dire que les Orientaux, il leur faut souvent de la nouveauté, donc il faut souvent se réinventer, alors que les Occidentaux, ils sont sur des bases, ils aiment on aime notre Astérix, notre Tintin, on aime notre Dragon Ball, notre Naruto, et on a du mal à aller vers la nouveauté, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe. Et la nouveauté, c'est pour faire la même chose. Et ce sera le mot de la fin de cette première partie du débat, la question de comment aller chercher le lectorat, comment le stimuler, on en parlera dans la deuxième moitié. On va aussi pas mal parler d'animation, car on a eu une interview, il me semble, avec des gentils gens qui ont travaillé sur Radiant. Ah bon, je ne sais pas. Restez avec nous après la pause musicale. Pour l'heure, manga français, Maître Gims Vianney la même. À tout de suite. Et oui, il a osé. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels. On a beaucoup parlé pendant cette pause. Je crois que ça fait beaucoup réagir sur le chat, et je m'en défends. Donc voilà. On a déjà 2 morts. Selon la CGT. Voilà. Maintenant, si vous voulez savoir ce que je chante en karaoké en deuxième partie de soirée, vous savez. Avec les lunettes, la voix, la totale. C'était important de le savoir. C'était très important. À ce moment précis de l'émission, ça me paraissait très important. Les amis, c'est parti pour cette deuxième moitié du grand débat sur le manga français. Choix de musique à propos, j'ai envie de dire, parce qu'on parlait de Devil's Relics hors antenne, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais pour l'heure, on va quand même parler un peu de Radiant, qui est un peu on tourne autour depuis le début de ce débat, et il me semble qu'on a une interview assez intéressante, car on a pu rencontrer à Japan Expo Junpei Fujita et Daiki Fukuoka, qui sont respectivement producteurs et showrunners sur l'anime Radiant. Et donc un extrait de cette interview tout de suite. Qu'est-ce qui vous a motivé à adapter Radiant ? Il se trouve que depuis toujours, j'aime les mangas de type shonen comme Dragon Ball, Naruto ou encore One Piece, et j'ai toujours rêvé d'adapter ce genre d'œuvre en dessin animé. C'est en 2015 que j'ai découvert par hasard Radiant en allant chez mon libraire. Mon regard a tout de suite été accroché par la couverture du tome. Au début, je n'avais pas du tout compris qu'il s'agissait d'un auteur français. Et quand j'ai lu Radiant, après la première surprise, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'émotions, des moments de rire, des moments douloureux qui font pleurer. J'ai senti cette qualité que je retrouve dans les grands classiques du genre, comme ceux que j'ai évoqués tout à l'heure. Radiant s'adresse-t-il aux spectateurs du monde entier ? Alors oui, il y a peut-être une conscience ou une certaine volonté plus prononcée de s'adresser à un public international. Mais ça reste encore cantonné à seulement une partie de la production. En ce qui concerne Radiant, bien sûr, nous avons au départ eu l'envie de nous adresser aux enfants japonais. Mais comme l'œuvre d'origine vient de France, nous avons aussi eu l'envie que les jeunes Français puissent voir la série animée et l'apprécier. Ce n'est pas uniquement une volonté de ma part d'ailleurs, mais celle de toute l'équipe. Nous voulons vraiment que le dessin animé soit vu à travers le monde entier. Radiant peut-il ouvrir la voie à plus de coproductions franco-japonaises ?
C'est difficile de vous répondre pour l'instant, je travaille uniquement sur Radiant et je me concentre entièrement dessus. Je trouve très intéressant justement que des œuvres comme Radiant puissent comme ça servir de pont entre les différentes cultures, que ce soit dans le domaine de l'animation ou encore des jeux vidéo. Je trouve très beau que ce genre de projet puisse venir servir des influences mutuelles. Et cela n'aurait évidemment pas été possible s'il avait été réalisé uniquement au sein d'un seul pays. Je pense que ces échanges internationaux donnent la possibilité de réaliser des projets véritablement originaux. C'est un peu un rêve de voir ce genre de projet fleurir. Je trouve cela vraiment très positif. Alors Cédric, réaction, vas-y. Non, ça me fait rire parce que c'est très japonais comme réponse, c'est très lissé, c'est bien, ils ont bien réfléchi tout leur super calibré. Super calibré. Non, mais je veux bien croire qu'ils croient à ça. En revanche, il y a un truc qui me pose problème, moi de base, tout le monde n'arrête pas de se parler est-ce qu'il y aura de futures productions franco-japonaises. Il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu des tonnes avant, enfin juste les Cités d'Or ou des trucs comme ça, enfin toutes les Capitaine Flamme. Toute la période Jean Chalopin dans les années 80. Ouais. Enfin voilà, donc ça a existé depuis longtemps, on a un peu arrêté, ça reprend, mais c'est des vagues quoi. Donc la question c'est en revanche, est-ce que les Japonais vont adapter d'autres produits français Ça c'est plus intéressant. Ça c'est déjà plus ça qu'il faut mettre le débat, ou européen. Ouais. Effectivement. Mais on est chauvin, alors ça sera français aujourd'hui s'il te plaît. Petit erratum, c'était bien Yusuke Fujita et pas Junpei Fujita, compositeur de Grisaya. J'ai confondu les deux, je suis désolé. Excuse-moi Bruno, tu voulais rebondir. Oui, non, le côté un peu, c'est vrai que la réponse paraît lisse et tout, mais pour avoir eu la chance de travailler avec eux et d'animer une conférence à Japan Expo sur le sujet, franchement, ils sont vraiment persuadés. Il faut quand même comprendre que au Japon, les studios, il y a des plannings débordants. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup le milieu manque d'animateurs. Et pour le studio Larqué, qu'il n'y a que Assassination Classroom comme vitrine pour ceux qui connaissent pas trop. C'est une opportunité radiante. Et le résultat qu'on a vu sur ces 2 premiers épisodes, alors je sais pas si tu veux développer ça un petit peu plus tard, mais c'est un studio qui prend soin de bien adapter son bébé. Ils ont fait un choix de casting pour penser à demain et après-demain. Ils ont fait un choix artistique pour penser à demain et après-demain. Donc ils n'ont pas fait juste un petit délire comme ça. Voilà. Donc je pense que dans leur esprit, autant chez la prod qu'au niveau du staff, ça essaye de penser à ce que Radiant puisse se tenir. D'ailleurs, ils font une saison sur 4 tomes, il y en a quasiment 12. Donc voilà. Oui, il y a de quoi faire, effectivement. Ouais. Est-ce que ça peut être un bon porte-étendard pour le manga français dont on parle depuis le début de l'émission, Soria, à ton avis ? Bien sûr, oui. Tony Valente, c'est un grand accomplissement quand même ce qu'il a fait avec Radiant. Faut avoir une série animée au Japon comme ça, je trouve ça tellement incroyable. Donc oui, moi je trouve que c'est vraiment inspirant et il travaille vraiment dur, quoi. Je pense pas qu'il y ait d'autres auteurs qui arrivent à suivre un rythme aussi rapide que Tony. Enfin, je suis pas sûr, il en fait 2 par an je crois de manga assez vite, hein. Donc c'est presque, il se cale limite sur les sorties sur des sorties japonaises. Surtout que maintenant quand tu signes pour un contrat, soit on te dit il faut que le tome 2 soit fini pour qu'on commence à publier le 1, enfin tu vois, on essaye de, chez Cloud Players par exemple, il y avait 3 tomes finis quasiment pour commencer. Voilà, c'était juste ça. Mais oui, il a une grosse productivité. Mais je pense que effectivement ça peut être un très bon porte-étendard de ce que tu dis au niveau de l'engagement qu'ils ont mis dans la production. On sent que effectivement ils veulent un peu aussi penser à la suite, donc la suite saison 2, mais la suite aussi d'autres choses peut-être. Bien sûr. Et s'ils y mettent autant de cœur à l'ouvrage et de moyens, c'est que je pense que ça peut fonctionner. Et si c'est bien fait, c'est sûr qu'il y aura autre chose derrière. Et de toute façon, comme tu disais Cédric, il y avait déjà des choses avant, il y aura des choses après. Juste un exemple sur le casting, comme je disais tout à l'heure, ils ont pris une fille pour faire la voix de Seth. La première chose qu'ils ont dit c'est ok, plus tard elle aura peut-être une voix un peu comme ça. Et donc si plus tard Seth il évolue, on sait comment le manga penche parce qu'il devient de plus en plus ténébreux, voilà, donc ils n'ont pas réfléchi en disant on va juste faire un comme ça pour essayer. Voilà. Mais même leur casting de seiyuu, même secondaire, il y a Romi Paku qui fait une voix, enfin il y a des gros seiyuu, c'est pas non plus un petit projet non plus. Jonathan. C'est vrai que là on est dans le cas d'un shonen neketsu, donc qui a un genre quand même qui marche énormément, et ce qui peut être bien c'est que là en plus de ça, c'est qu'après ça ouvre un petit peu des yeux pour des choses peut-être un peu plus niches, un peu plus spécifiques.
que peuvent faire justement les Français et pas forcément juste ce type-là, parce que c'est vrai que ça a repris quand même très bien les codes shonen, neketsu, tout ce qu'on connaît, les grands du genre. Là, ce qui peut être bien, c'est alors France ou Europe quand même un petit peu, c'est que ça leur permet de voir que finalement, si sur un sujet les Français peuvent faire aussi bien qu'eux, est-ce que finalement sur les autres aussi, pour peut-être des adaptations en manga, en animé de manga un peu plus de niche, ça peut peut-être changer quelque chose. Soria, je te vois sourire en regardant le chat. On a Soria qui sont. Il y a Phenom, il hésite à acheter. Achète Phenom, vas-y. Et parce qu'on avait Nopli depuis tout à l'heure qui demandait si tu lisais les messages d'amour du chat. Je jette un coup d'œil des fois, mais des fois ça me fait rire, donc j'évite de trop regarder. Pour pas rigoler. Alors Pouch pose une question assez intéressante, c'est la question effectivement quel public viser, parce qu'on posait la question avant la pause, comment trouver le public, et selon Pouch, la question c'est il faut faire grandir les enfants avec des œuvres qui sont des mangas français qui mélangent les influences justement pour qu'ils s'habituent. Bien sûr. Est-ce que ça vous semble un bon levier Oui. Si on parle de l'adaptation là de Radiant, NHK est sur le coup. Qui dit NHK dit grand public, tu vois. Mais ils ont quand même pris le risque que Radiant dans son développement plus tard sera un peu plus sombre et avec quelques traitements thématiques. Et qui mûrira avec le public du coup. Voilà. Oui, Soria, tu voulais rebondir? Non, je suis tout à fait d'accord. En plus, avec les enfants d'aujourd'hui qui lisent des mangas français, qui grandissent avec, qui vont être beaucoup plus ouverts dans le futur à acheter ces produits-là, je pense. Je donne des cours dans un atelier pour enfants, ils ont entre 9 et 11 ans, et c'est vrai qu'ils sont tous avec des mangas, enfin pas que des mangas français, mais c'est vrai qu'avec qui ils ont ça déjà, et c'est déjà une première, quoi. C'est qu'ils grandissent avec un manga français, et puis je pense qu'ils vont être plus ouverts au fur et à mesure et avoir moins de... Je pense que c'est aussi une bonne solution. C'est vrai que nous tous les mangas qu'on avait, moi je suis un peu plus jeune que vous, mais je pense, en tout cas Karel, et c'est vrai que les mangas de quand on est un tout petit peu plus jeune, quand on était plus jeune, ils ont évolué avec nous, mais vraiment. Et puis en général, tout ce qui est Dragon Ball, Naruto, ça a été très élongé, mais ils ont pu se permettre de faire des choses qu'ils n'auraient pas pu se permettre si justement le public n'avait pas évolué, et c'est des choses assez intéressantes à faire, et ça se voit aussi un peu partout. Par exemple le cinéma, on prend l'exemple d'Harry Potter, au cinéma ou livre d'ailleurs, parce que c'était des livres de base, mais ils ont pu se permettre de faire des choses beaucoup plus dark parce qu'ils savaient que de toute façon leur public était là, ce sont des fans et qui vont rester, et qui sont d'autant plus d'ailleurs contents d'avoir quelque chose qui évolue avec eux, qui répondent tout le temps à ce qui se reflète dans leur vie de tous les jours, et c'est quelque chose qui je pense serait la meilleure des solutions. Il y a un truc aussi à prendre en compte entre la différence entre la France et le Japon, c'est qu'au Japon ils ont toujours des tantos qui sont là pour les aider pour les développements de l'histoire, et qui a des choses qui sont très marketées, alors que tu as quand même moins ça en France. Ce que j'ai compris, Tony Valente, en tout cas, il a pas vraiment de mec derrière lui qui lui dit quoi faire, il écrit l'histoire comme il veut. Oui, non, pour le côté tanto, non, pardon, je pensais pour les assistants. Non, il écrit l'histoire comme il veut, je pense. Il n'y a pas un tanto qui vient lui dire il vaudrait mieux que tu fasses ça pour que ça aille dans cette direction. Mais justement, est-ce que c'est pas un argument qu'aurait le manga français là-dessus? C'est une liberté de ton. Oui, supérieure. mais il faut que ça atteigne les gens, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est-à-dire qu'au Japon, les gens ils sont habitués à ce qu'on leur donne quelque chose de très formaté, et c'est très rare que quelque chose qui part dans une autre direction arrive à échapper à ça. Un exemple qui, pour moi, des rares choses qui a réussi, c'était toute la série des Monogatari de Nishio Ishin, où personne n'a réussi à capter tout de suite. Donc ça fait partie du jeu. Ouais. Non, bien ça fait partie du jeu, mais tu vois, quand t'es producteur, les mecs qui ont depuis le roman, même Nishio Ishin avait dit qu'il voulait pas que ça soit adapté en animé, il pensait que c'est inadaptable. Les mecs ont réussi. Mais après il a vu Shimbo, il a dit finalement oui. Donc mais ça s'est fait. Maintenant c'est un énorme succès, quoi. Donc quand tu vois qu'à côté de ça ils ont une production, ils ont 15. Mais par contre ça c'est quelque chose que tu dois gagner. Tu vois, Tony, quand il a sorti le premier tome, a dit on verra, tu vois, mais si on fait tel chiffre, c'est bon. Ils ont vu les premières ventes, ils ont dit c'est bon, on va en faire 10 maintenant, parce que ils savaient, c'était clair et net. Par contre, tous les autres séries qui luttent un petit peu, voilà, peut-être, par exemple, le Ki-un, dans la création Ki-un, ils ont fait Beyond the Cloud, par exemple. C'était une dessinatrice qui faisait des petites histoires un petit peu indépendantes comme ça. Elle existe encore, la peau. Oui, pardon. Non, mais je veux dire, son matos d'origine, c'était de faire ça, c'était de faire des petites histoires indépendantes. Quand ils l'apprennent, ils la drive un peu, il faut mettre un peu d'humour, un peu de combat. C'est des choses qu'elle savait pas trop faire, tu vois, les combats. Donc, le côté tantôt, il prend forme aussi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, les éditeurs, des fois, ils vont juste te dire si tu fais pas ça, c'est c'est non, quoi. Et c'est donc, tu disais liberté dans l'écriture.
Ça se Non, gagne. ouais, voilà, plus ou moins. Après, je suis sûr qu'il y a toujours dans ton mélange des genres, en tout cas. Ça Ouais. veut dire que tu es moins marketé par rapport à ce qui sort au Japon. Tu vois un manga Ouais. Shonen Jump, tu le reconnais Tout de suite, quasiment, ouais, bien sûr. tout de Ouais, suite. mais Il y a des rares exceptions, mais tu vois. Après, tu vois, par exemple, Seven Deadly Sins, on croit que c'est un truc hyper. Le mec, il est arrivé, Kodansha, il a dit, bah moi, je veux pas d'assistant. Bon, il fait son truc comme il entend, tu vois. Parce qu'après, les ventes et ça se gagne. Encore une Bah, fois. je sais- Une toute dernière chose, Karel, on parlait Toute dernière d'adaptation chose. anime. Il y avait Bien quelqu'un, je crois que c'est J'allais Parlant venir. Manga français. J'allais venir. Il disait qu'Outlaws Player serait le prochain titre adapté en anime. Il y a déjà eu une petite adaptation anime parce que le studio Gonzo a fait le trailer animé de Outlaws Player et ça je trouve que c'est génial quoi d'avoir un studio. Et un Beyond studio the Cloud qui fait, aussi d'ailleurs. et Beyond Beyond the Cloud a eu le droit aussi à Japan Aussi Expo à pour son Beyond petit the trailer Et tu animé. me tends la perche pour la transition Pardon. parce que Ole Freeze et Tim Fisher qui nous fait l'honneur d'être présent sur le chat. Donc bonjour Tim. Salut Tim. Salut Tim. Tim, auteur de Giza, on rappelle. Hein, voilà. Nous pose la question Tali en animé quand C'est un peu tôt, mais. J'ai envoyé un mail à Miaz. Elle m'a dit après une petite pause, je reviens, je fais Tali. Ouais, après Borolachny, voilà. C'est ça. On se prend un verre en Ce sera terrasse. son dernier projet. Son dernier projet. finir en beauté. Non, mais sérieusement, voilà, est-ce que quand tu peux imaginer Tali un de ces jours animé comme ça, Bon, ça, on fait un peu Madame Irma, mais voilà. bien sûr, oui, c'est un rêve Entre les lointain, mains de qui est-ce que c'est- tu verrais le projet Bien sûr, j'adorerais avoir un animé Tali. Après, je me concentre sur le manga en ce moment parce que c'est ce qui me tient à cœur. Mais en rêve, bien sûr, si on peut avoir un film ou une série animée Tali, ça serait incroyable. Mais ça peut être un moteur, tu vois, de voir un produit adapté comme ça. Voilà, ça nous fait rêver. Dès qu'on a vu le premier manga français, on a nous aussi on a envie de dessiner, tu vois, nous aussi on a envie d'y arriver. Ouais. Donc ça peut être une Ça espèce de ouvre un horizon des locomotive. possibles, mine de rien. Oui, voilà. Ah, puis l'animé c'est toujours une porte pour ouvrir. Hein. Juste les Oui, gens bien de sûr. Jojo en France bidé Mais un même- peu. Il y a des fans qui ont Mais soutenu le même projet. Radiant, regarde même les gens, Radiant. tu vois, ils se disent j'ai pas lu, je regarde, c'est sympa, du coup je vais lire. Tu Bien vois. sûr. Ça fait un buzz incroyable. Mais hein. je veux dire, c'est pas que le manga français, Bien c'est sûr, tout le concept de manga. Dès qu'il y a un animé, tu peux décupler déjà ton chiffre C'est par ça. facile 2. Mais du coup, est-ce que, voilà, bon, ça ferait peut-être l'objet d'une autre émission, mais est-ce que, je sais pas, je pense à la Foreign Sujin Connection, je pense à Yapiko, je pense à, Oui. à l'armada d'animateurs qu'on a en France qui sortent des grandes écoles comme les Gobelins. Est-ce qu'ils n'ont pas un rôle à jouer dans cette équation-là? Est-ce que. Oui, Titouan Bah, finis ta phrase. Non, mais voilà, est-ce que. Du coup, je t'ai Non, coupé de- non, mais est-ce que il n'y a pas un rendez-vous manqué qui est bien actuellement sûr, et- entre le savoir-faire français en matière d'animation et le savoir-faire français en matière de Ouais. manga français? Je pense qu'on a assez forcé pour tout ce qui est aussi Bobby Pills, mais il y a quand même des mecs qui se donnent beaucoup et je pense que c'est le moment d'y aller là. Parce qu'avec Last Man sur Netflix, donc encore une fois, comme tu disais, du coup les gens vont se dire tiens, bah, en fait il y a un bouquin et tout, c'est cool, c'est la suite. Bah, moi, C'est pas un rendez-vous manqué Mais- pour moi, juste. Hein. C'est un rendez-vous qui va se créer, comme disait Bruno, ça se gagne. Et donc les mecs de Fransujin, ça fait des années qu'ils sont là, qu'ils sont au taquet et ils prennent de plus en plus d'importance, hein, mine de rien. Ouais, c'est pas un rendez-vous manqué, mais je pense que là c'est le moment d'y aller franchement. C'est Ouais. la période. Bah là, où faut- on arrive dans les prochaines années, ça va Ouais. être décisif. Hein. Souria. Non, j'allais juste dire, moi personnellement, si je devais choisir, je préférais, je pense, avoir une adaptation française par des animateurs français. Ça me ferait plus plaisir, je pense, que si c'était au Japon, être proche de la production, pouvoir participer plus facilement. Ah bon Et j'aime beaucoup ce qu'ils font en France en ce moment, donc je suis. Ouais, tu veux pas faire de vraiment réunion hypé, par hein. Skype en anglais on a à compris. 5h du matin. Ça serait marrant d'aller au Japon pour faire vraiment une coproduction, mais en fait, j'aime beaucoup en ce moment ce qui se passe dans l'animation française. Donc si on te propose au Japon et en France, tu dirais non au Japon? Franchement, je préférais France, je pense. Ouais. En ce moment, Ok. je suis vraiment hypé par ce qu'ils font. Donc, Et les Français feront une adaptation anime comme au Japon, donc ce serait complètement fou. Bien Non. sûr. Mais après, les producteurs, ça reste quand même les plus importants là-dessus. Je pense qu'il y a des animateurs français qui rêveraient peut-être de faire des Bah trucs oui, aussi. bien sûr. Mais il faut les rangs, il faut les prods, et c'est ça le plus important, malheureusement. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Merci Souria, merci Bruno d'avoir répondu à notre invitation. Merci Cédric de nous avoir accompagnés pour ce premier débat. Au bonheur. Bah, merci. Je suis content. Merci Titouan, merci Jonathan, mais il me semble que ce n'est pas la fin de l'émission. Restez avec nous car nous avons... C'est là où je brille. Voilà, c'est l'heure du quiz musical. Alors, cette semaine, le quiz musical s'intitule Quand l'animation y va franco. Je pense que le titre est C'est pas assez mal. explicite. Voilà, est assez explicite. C'est donc Sur l'Espagne. sur Cuba. Hein. J'y pensais aussi. Sur Cuba, sur toute l'animation hispanique, non pas du tout. Non, pas du tout. C'est non pas des coproductions franco-japonaises, mais plutôt des animés japonais chantés en français. Alors, clarifions les règles tout de suite. Ce sont des openings de séries qui existent, interprétés par des Français. Ça peut être
officiel ou non. D'accord. Donc il y a toi qui chante dedans. Voilà, Donc il y a moi qui chante dedans, effectivement, non. si Damien il pousse la chansonnette, C'est level hard. Donc voilà, c'est le level hard. Nous avons 3 personnes du côté de l'équipe bleue, Titouan, Souria et Jonathan. Moi, je suis Nous pas avons bon. Ah, mais je 2 suis mauvais, personnes moi aussi, du côté de je suis- l'équipe rouge, Cédric et Bruno. Cédric imperturbable qui est très concentré. Là, je flippe parce que t'as dit qu'il y avait des trucs pas officiels. Alors les trucs officiels, ça va, je pouvais encore tenir. Ah bah oui. Ah non, mais nous on lit des mangas, on regarde pas les animés. on regarde les- Spécial dédicace à Déclic Images, évidemment. Je pense que ce quiz est tout désigné. Donc on rappelle les règles. 1 point par bonne réponse. Si vous donnez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Si elle a la mauvaise parole, la parole revient, etc. Comme ça se chevauche pas et les auditeurs cache le peuvent jouer chat. avec nous. On cache le cache le chat chat. avec une feuille, s'il vous plaît. On a des conducteurs pour ça. On ne lit pas le chat. Merci. Je t'ai vu, Cédric. Hein. Ah, je savais même pas, je pensais pas que les gens. Et donc, Si on triche. les Ah oui. amis, c'est parti pour le premier morceau. Cédric, Détective Conan, opening 1. bien sûr. Enfin, seul opening. Non, il y en a 2. Ah oui, il y a eu ça qui a eu le Il y deuxième. en a eu un oui. deuxième. Donc, Détective Conan. Ah, fais-moi les malins en face. Hein. Alors, Bruno qui taune tout de Alors. suite. Détective Conan, donc interprété par Jean-Paul Césari. Voilà. On n'aurait même pas pu l'entendre au final. On n'aura pas pu entendre. C'est peut-être pas plus mal. Hein. On le salue. Il est très bien. C'est pas très gentil. Il est moins nasillard que l'opening japonais pour le coup, je trouve. Il chante plus près du micro. 2-1-0 pour l'équipe rouge. Deuxième morceau. Slayer. Slayer, très bien. Ah, bah, j'attendais un peu. Qu'est-ce que vous faites, les mecs là Rage Blood. J'attendais un peu. Non, non, c'est pas Bah ça. alors Bruno, tu les tonnes encore un coup. On a dit, moi je réponds, toi tu les Voilà. nargues. Bah Alors, ouais, on attend. attention, hein, 3 points de suite. Bruno fait une danse Fortnite. Hein, Ouais. Attention. Donc, faudrait que j'y joue. désolé, Souria, je m'attendais un petit peu là-dessus parce que voilà, light fantasy, un peu culture RPG. Je me disais, c'est un point Ah gratuit. ouais, je sais pas ce que je fais. Ouais. Cédric, tu le ne bad. respectes rien, c'est vraiment pas gentil. Les invités en premier, non Voilà, donc 2-0 pour l'équipe rouge. C'était effectivement l'opening de Slayers, un voyage fantastique chanté par Séverine Nels. Troisième morceau. Mon passé fut l'âge. Oula. C'est bon, Sword Art Online. Ah oui, c'est ça. Ah oui, bah, je reconnais l'instrument. Mais ça, c'est la pas chanson, officiel ouais. ça. C'est pas officiel, Bah oui, non, parce pas du tout. que. C'est une cover de Miyun sur YouTube qui nous interprète Crossing Field, l'opening de Sword Art Online. Bah, c'est Voilà. pas facile à faire en plus, hein, parce que c'est au perché Eh sur ben, Online. il y a toute une galaxie de covers comme ça. Ouais, ouais, Il y a une cover, Et j'espère que tu l'as mis, on verra. Mais- Du coup, c'est un fropening. C'est ça. Opening, Un tout à fait. fropening. Alors, on attend la danse Fortnite, hein, Bruno. Hein. Oui, non, vous allez attendre. Très bien, sur le trottoir après l'émission. 3-0 pour l'équipe rouge, mon dieu, quelle horreur, mais on va Cédric continuer contre le monde. pour Cédric contre le reste du monde. On aurait dû te mettre tout seul en fait. Faut savoir choisir ses alliés, c'est tout ce que je Très bien. Quatrième morceau, pardon. C'est parti. Ah, Sayuki. Gargan Takers, heureusement. Oui, putain, non. Le miam est Sayuki. accordé. Non, ok, dans Sayuki, effectivement, interprété par Antoine Blanc. Trouve la voix. Bah c'est con, je l'avais. Tu Non, je l'avais. déconne, j'avais. Sayuki, Antoine Blanc, dont tu nous parlais en antenne. Oui, je disais que c'est un ami de ma famille globalement. C'est le fils de la meilleure amie de ma mère. Donc voilà, donc tout le monde s'en fout. Ok, Il y a mais quand même des Si, grosses moi, ça anecdotes. m'intéressait, hein, ça non, tombe mais- bien. Et on l'embrasse très fort, évidemment. Mais Mais l'anecdote en revanche marrante, c'est qu'il y a eu un concert de générique de Déclic Images il y a 10 ans à Japan Expo à peu près. Vers Il y avait 2 personnes. 2009. On était une trentaine dans la salle. En folie. avec tout Coucou Circus, du coup, j'imagine. Et Déclic Images avait fait un booklet avec les chansons pour que tout le monde puisse les chanter Ah oui. dans la salle et tout. Ça, On avait c'est- pu faire dédicacer c'est à la cool. fin. Comme à la messe. Et ouais, carrément. Incroyable. Donc 4-0 pour l'équipe rouge, mon dieu, le score est serré. C'est parti pour le dernier morceau. Je suis sûr que ça va être un truc obscur. Ça c'est Karel. Tu vois. Lane. Ce n'est pas Lane. Non, non, non. Ça ressemble à ça. C'est un animé d'horreur adapté d'une série de visual novels. Donc Hip Hop Phantom Non, équipe bleue. Ah me regardez pas les gars. Hein. Ah non, mais alors là, C'est une histoire. quelque chose. Il y a un truc avec le fait que des animaux qui pleurent dans le titre. Quoi Des animaux. Crying quelque chose. Cry, oui. Devilman Crybaby. Non, équipe rouge. En plus, c'est pas ça. Enfin, c'est pas Crying Freeman, non. Sur le chat, ils l'ont. Mais C'est pas, sérieux, hein. pas le village. Non, c'est pas le. Crying Monkey. Crying tu y es presque, Bruno. Tu l'as. Ah, comment ça s'appelle J'ai Higurashi, mais c'est pas ça. Si, ça. Si, c'est C'était ça. Higurashi. bravo. C'était Higurashi, Nonako Koroni. C'est dommage, en c'était à français. nous. Comme ça, c'est un 5-0.
En français, Inamizawa, le village ouais, maudit. Inamizawa, voilà. Voilà, adapté donc de la célèbre série de Ryukishi 07. C'est une cover par Thomas KH2 qu'on salue évidemment. Tu n'as donc pas mis la cover de Osomatsu-san, le premier opening, qui est excellente. Bah non, parce que Osomatsu-san, j'ai peur que le potentiel de mème soit, en tout cas auprès de nos auditeurs, un peu moins élevé. Mais j'y penserai pour un prochain quiz si jamais un round 2 se présente. Mais si on peut faire un potentiel de trouvage de bonnes réponses pour nous. Ah oui, non mais. Parce que sinon, on prend des valises à chaque fois. Bah, Sword Art Online, on vous expliquera. Oui. Players, bah voilà, j'ai essayé un peu d'équilibrer, mais bon, il s'avère que Cédric il va vite. sera tout seul la prochaine fois. Non mais là ça marchait pour une fois, ça marchera plus jamais je pense. Très bien, bon, la prochaine fois je mettrai des musiques de FPS comme ça tout le monde est sûr. Yes. Très bien. C'est donc sur un score de 5-0, désolé Soria que la Manita, c'est une Manita. Que ce quiz se termine. Les amis, c'est l'heure des recommandations. En avez-vous, Soria? As-tu une recommandation? Oui. Bah ton livre. Bien sûr. Tali déjà, bien sûr. On recommande tous Tali. En manga seulement ou ça peut être n'importe quoi. Tout ce que tu veux. Un resto. Tu veux, ça peut être un restaurant. Ah ouais. Oui, très clairement. Oui. Ça peut être une station de métro. J'ai envie de dire. Je vais commencer par un de mes films préférés, je pense, parce que j'ai l'impression que trop peu de monde l'ont vu. La Mélodie du Bonheur, ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Alors je veux pas confondre avec La Vallée du Bonheur. Non, La Mélodie du Bonheur, c'est une comédie musicale. C'est ça, voilà. C'est ça. Et La Vallée du Bonheur, c'est une autre comédie musicale, mais pas la même. C'est ça. Laquelle des deux est avec Clint Eastwood? C'est La Mélodie du Bonheur, oui, avec Julie Andrews. Voilà, d'accord, très bien. C'est pas celle avec Clint Eastwood qui danse avec des léprechauns. Non, c'est avec. C'est très ancien, La Mélodie du Bonheur. Oui. D'accord. C'est pas parce que c'est ancien que c'est pas bien. Mais c'est très très bien. Et donc La Mélodie du Bonheur, oui. Ah ben chante. On attend. Non, ce sera c'est pour pas le prochain moment. Est-ce que tu as autre chose? En livre, sans surprise, je dirais Orgueil et Préjugés, ok. qui est vraiment dans mon top tier. Sur le chat, il y a quelqu'un qui te dit de recommander quelque chose, je crois. Oui. En majuscule. Un resto de feu. Non. Le feu. Xenogears. Xenogears aussi, ouais. Xenogears, ouais. Pensez Xenogears. J'adore Xenogears. C'est un de mes RPG préférés. Vraiment époque PlayStation à fond. J'ai adoré ce jeu, ouais. Donc je le recommande aussi. Xenogears, j'ai pas pu le finir parce que le dernier CD en fait, bon, non, je vais pas rentrer dedans, mais oui, Xenogears, je le recommande aussi à fond. Ouais. Oui, effectivement, il y a Christine and the Quiff qui dit que Clint c'est la kermesse de l'Ouest. Pardon, oui, c'est Eratom, j'ai confondu. J'ai pas voulu te reprendre, c'était mais dans les trois réféérences que Rafik m'avait balancées. C'était Paint Your Wagon. D'ailleurs, les Simpsons ont fait une très belle parodie où Clint Eastwood peint vraiment le wagon. Ils sont forts les Simpsons. Très bien, c'est noté. Du coup, tu fais le malin, Cédric. C'est quoi ta reco? Venom. Tu grilles la priorité à Bruno. Voilà, Venom, non. Le jeu de Tom Hardy. Ouais. Non, peut-être Mangaka Sky Coated. Moi, je suis auto-promo à fond. Écoutez Mangaka. Donc zéro respect jusqu'au bout, quoi. Je les ai détruits 5-0. Écoute, je te dis de plus. Non, un manga bien que j'ai lu récemment, peut-être. Non, Promised Neverland, voilà. C'est classique, mais Promised Neverland, ça me surprend à chaque tome. Ça ne baisse pas en intensité, donc je conseille Promised Neverland et Doro, dont on parlait tout à l'heure, Bruno. C'était ta reco? Oui, j'allais en parler. Mais vas-y, pas de transition toute trouvée, c'est parfait. Oui, parce que très peu de lecteurs en France, entre 200 et 300, un titre qui se termine, Soleil qui a vraiment eu le courage d'éditer la série jusqu'au bout. C'est un titre, un CNN fantastique, gore, terrible, vraiment, dessiné par Ayashi Dakyou, et donc ça mérite tout votre soutien. Et un peu d'auto-promo aussi, voilà, parce on vient de sortir ce bouquin, c'est un film d'animation japonais, donc avec Animeland et Inis Edition. Donc toute l'équipe s'est réunie pour bosser. Voilà. Vous avez à la fois du détail très technique, pourquoi Mamoru Oshii a refusé de faire Sting Bong, par exemple, de Katsuhiro Otomo, et à la fois des présentations un petit peu plus générales, globales de chaque film. Voilà. Et des bails avec Takeshi Koike à l'intérieur, je crois. Oui, on parle beaucoup de Koike, de pourquoi est-ce que tout fout le camp quand il va sur une prod, mais voilà, là il travaille sur le prochain Lupin et on lui souhaite bon courage. Ce sera le dernier? Je sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas. Autour de Zenigata, je crois, je ne sais pas. Je l'ai vu à l'œuvre de mes yeux vus, donc c'est beau. Voilà. Dans Secret des Dieux, donc. Titouan. Alors moi, donc dans ce que tu nous avais proposé, j'avais lu Green Mechanics et j'avais trouvé ça assez sympa. J'aime bien le concept des. Je suis pas trop robot et pour le coup là, c'est assez intéressant. Donc voilà, je vous conseille ça en manga français. Et sinon, j'ai commencé Bonne Nuit Poun Poun.
Et, Nino Asano, c'est vraiment incroyable. Donc je vous conseille aussi, je vais aller acheter les autres tomes juste après. Et sinon, hors sujet, je vous conseille Soul Calibur 6, ça va bientôt sortir. Et ils ont remanié pas mal le jeu et c'est très intéressant. Il va bientôt y avoir des tournois, donc préparez vos manettes. Après Poon Poon, il faut que tu fasses Dead Demon, Dead Destruction. Ok, ça marche. Les deux effectivement. Poon Poon, lisez ça seulement si tout va bien dans votre vie, parce que c'est quand même assez chaud. Mort à crédit 2.0. Voilà. Et toi, Jonathan? Alors moi, je vais pas faire dans l'originalité. Je vais vous recommander JoJo's Bizarre Adventure Part 5 là, qui sort et qui est là, les 2 premiers épisodes sont sortis. L'opening est extraordinaire. L'ending, tu l'as montré tout à l'heure. Enfin, là encore, le travail est super fidèle à ce que faisait Araki. C'est juste génial. Et alors, autre chose, un autre épisode 1, je recommanderais aussi le nouvel épisode de Doctor Who qui est sorti là sur France 4 en VOSTFR jeudi et qui était, ma foi, fort appréciable. Tu me grilles, Marocco, c'est pas très sympa. Effectivement, j'allais recommander Doctor Who qui a enfin repris. Je suis très content. Mais voilà, donc t'as à peu près tout dit. Hein. C'est Jodie Whittaker qui a repris le rôle et elle s'en sort pour l'instant très très bien. Et le casting de compagnon était, ma foi, aussi très très bon. Plutôt sympa, donc faut voir quelles sont les nouvelles directions. Ça peut être que mieux que ce qu'a fait Moffat sur les 2 dernières saisons, donc voilà. À suivre évidemment sur France 4. Moi, Marocco, c'était Tali, fille de la lune, et je dis ça très bien. T'as vu ça comme je suis pro? Non, mais en vrai, non, vraiment, je suis assez soufflé par la qualité du manga. Je te l'ai dit hors antenne, mais vraiment la lisibilité de l'action, c'est ahurissant. Une scène de course poursuite avec une carriole et tout, avec un cheval en haut d'une falaise qui tire des flèches, et il y a toute la gestion de la... C'est incroyable. Franchement, je suis vraiment soufflé par la qualité et puis même l'expressivité des personnages, tout ça, j'ai hâte de voir où ça va. On sent que les personnages ont du passif, ont des choses à raconter. Donc voilà, Tali chez Ankama, et merci pour d'avoir répondu à notre invitation et pour cette découverte que j'ai faite en préparant cette émission. Je suis vraiment soufflé et très très content d'avoir pu découvrir ça. Il faut l'acheter. Avec toi. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, non, vraiment. Et puis sinon, voilà, tu m'as grillé. Donc Doctor Who. Donc là, je regarde vite fait. J'aurais aimé vous recommander Mandy, mais je n'ai pas encore eu le temps de le voir. Donc ce sera pour la semaine prochaine peut-être. Les amis. C'est la fin des shows. Et c'est la fin de ce numéro d'Hyperlink numéro 68. On vous remercie Bruno, on vous remercie Souria. Merci beaucoup. Peut-on vous retrouver? Vous pouvez me trouver sur tous les réseaux sociaux en fait, Twitter, Instagram, Facebook aussi. Sur Twitch d'ailleurs. Et sur Twitch. Je stream aussi. Donc, voilà. On en papier. Beaucoup en te regardant. On mettra les liens dans le post du replay. Et toi Bruno? Moi bientôt sur Paris Manga avec Animeland, on sera présent là-bas. Donc venez nous rencontrer, nous dire ce qui va pas dans le mag, ce qui marche aussi, et puis on sera très content de discuter avec vous. Et tu as un petit projet, mais ça on en parlera peut-être à une autre occasion. Ah bon? Je ne sais pas. Bon, on en parlera plus à une autre occasion. Très bien. Merci tout le monde. Et à très bientôt. On salue évidemment plein de gens sur le chat qui nous ont dit bonjour. Tim qui fait croquer la mif. C'est important. Qui fait croquer la mif. Et Giza, Rocco. Tu m'as grillé Doctor Who, donc j'ai fait un brain fart et j'ai oublié, mais Giza, effectivement, c'est absolument génial aussi. Gagne à être connu. Ça gagne à être connu. PJ, merci. Léo, merci pour la réalisation. Vous êtes toujours top. On remercie Elisa, notre CM. On remercie Charlie, notre producteur exécutif. On remercie également Seb, qui est derrière la vitre et qui nous fait des grands signes. Merci, évidemment. Et on vous remercie tous de nous suivre chaque semaine. Vous pouvez nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Twitch, Instagram même. On a débarqué sur Instagram il n'y a pas très longtemps. iTunes. Et bientôt Spotify peut-être. Ah, ça serait bien. Donc voilà, plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un numéro consacré au cloud gaming. Ambition, réalité opérationnelle, mythe, réalité, tout ça. À très vite. Ciao. Bye. Au revoir. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.